Rest in Pellicule, le podcast des Timeslips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on choisit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui le film qu'on réanime, c'est La personne aux deux personnes. Tous ensemble à la COGIP, compétences déléguées au service du leadership. Moi je travaille à la COGIP, respecter les délais, c'est une question de principe. J'étais dans la peau, la COGIP, synergie intégrée, c'est ça notre esprit d'équipe. Pour en parler, moi c'est Galien, petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Il est le seul à cette table à avoir un travail en entreprise et il kiffe le cringe. Avec nous ce soir, c'est Grégoire. Enfoiré. Bonsoir. Alors Grégoire, La personne aux deux personnes, en un mot, qu'est-ce que ça t'évoque ? Céleri. Céleri. Céleri ou céleri ? Céleri, tu sais le légume dégueulasse. Ouais, le légume dégueulasse. Bon, c'est pas dégueulasse. Alors, on change de podcast. Légumes bons ou pas bons ? Avec Laure. Elle rêve depuis toute petite de faire carrière dans une grande entreprise. La paperasse, les bureaux et les costards, ça la passionne. Avec nous ce soir, c'est Laure. Alors Laure, La personne aux deux personnes en un mot, ça t'évoque quoi ? Toboggan. Très bien. J'en ai marre. Elle est un peu notre stagiaire ce soir et plutôt que lui faire des photocopies et apporter le café, on lui a filé un micro. Avec nous ce soir, c'est Elisa. Bonjour. Elisa, La personne aux deux personnes en un mot, ça t'évoque quoi ? Bon, ce sera deux mots, je triche. Stylo bic. Très bien. Et sinon, du coup, les gens, c'est quoi votre rapport à La personne aux deux personnes ? Est-ce que c'est un film que vous aviez déjà vu avant le podcast ? On va faire un petit tour de table, on va commencer par... t'es stagiaire, voilà. La stagiaire commence. Allez, c'est moi, je m'y colle. Non, je ne l'avais jamais vu avant. Et t'en as entendu parler comment Eh bien, pour faire le podcast de ce soir, je connaissais Nicolas et Bruno. Ah, Et je n'avais pas vu La personne aux deux personnes. ok. Bah, du coup, toi, Laure ? Eh ben, je l'ai vu au cinéma en 2008 à sa sortie avec ma cousine et je pense qu'on riait extrêmement fort et que ça a énormément gêné les gens autour de nous. C'est bien parce que dès la base, t'étais gênante. Du coup, c'est cohérent. C'est ça. Et toi, du coup, Grégoire ? Alors moi, c'est très drôle parce que j'adore Nicolas et Bruno, notamment à la recherche de l'ultrasex, que j'ai déjà recommandé. J'adore Alain Chabat, j'adore Daniel Auteuil, et j'avais jamais entendu parler de ce putain de film, et j'ai très vite compris pourquoi. Je l'ai découvert samedi matin dans mon lit, et c'était vachement bien. Dans mon lit, je veux dire, pas le film. Et du coup, pour ma part, je connaissais pas non plus, c'est à cause de ce podcast que j'en ai entendu parler. À cause. Grâce Grâce au podcast. On Non, dira oui, à oui, cause à la fin. Je rigole parce que grâce, en réalité, j'ai beaucoup aimé le film, spoiler. Non, en fait, j'avais déjà entendu parler de Nicolas et Bruno via Message à caractère informatique. message à caractère informatif que des potes à moi adoraient regarder et moi vraiment je regardais ça et l'humour prenait pas du tout. Donc j'avais vraiment très peur quand j'ai vu que le film était deux. Et voilà. Mais sinon, on va commencer par mettre un peu de contexte. La personne aux deux personnes, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça s'est craché ? Dis-nous tout, Laure. Alors, La personne aux deux personnes, c'est une comédie française de Nicolas et Bruno, sortie en 2008 avec Daniel Auteuil, Alain Chabat et entre autres Marina Foïs. Et on a un petit peu parlé de Nicolas et Bruno. Qui c'est Nicolas et Bruno ? C'est un duo de réalisateurs, scénaristes et doubleurs qui ont commencé à faire des clips musicaux et des pubs dans les années 90. Ils ont un petit peu commencé à être connus en 1997 en créant des sketchs visant à détourner une telenovela vénézuélienne. Et c'est surtout, comme on l'a dit, avec message à caractère informatif que leur production devient connue. Alors, il s'agit de sketchs où Nicolas et Bruno doublent des employés de bureau des années 70 à partir de vrais films institutionnels de l'époque. Et en ça, ils s'inscrivent dans la tradition des doublages parodiques comme, par exemple, La classe américaine. Et en fait, message à caractère informatique, ça met en scène une entreprise fictive, la COGIP, ainsi que des personnages emblématiques comme Jean-Christian Ranu, chargé de la communication et de la programmation événementielle. Alors, Nicolas et Bruno, on leur doit aussi le scénario de l'adaptation du roman de Frédéric Beigbeder, 99 francs, une adaptation française de la série The Office et le doublage français de Vampire en toute intimité.
Je suis sur le cul pour The Office, mais ok. Et La personne aux deux personnes, en fait, c'est leur premier long métrage qui est aussi produit par Alain Chabat et avec sa société de production chez WAM. L'idée, elle est venue sur le plateau de Burger Quiz quand Nicolas et Bruno travaillaient chez Canal+. Et il y a eu toute une importante campagne de promotion avec un clip qui met en scène le personnage d'Alain Chabat qui s'appelle Gilles Gabriel, un chanteur has-been des années 80. Ils ont aussi réalisé des affiches, des couvertures de magazines et Alain Chabat a même fait une apparition au Festival de Cannes en tant que son personnage Gilles Gabriel. Mais malgré sa publicité et le buzz du clip de Gilles Gabriel sur le net, le succès n'est pas au rendez-vous. C'est un échec cuisant au box-office. Le film enregistre moins de 85 000 entrées en France dès sa première semaine, alors qu'il est distribué dans 400 salles. Et la critique n'est pas en reste. Sur Allociné, La personne aux deux personnes enregistre un score de 2,3 sur 5, alors que Télérama le note à 1 sur 5. Et sur Sens Critique, il atteint péniblement les 5,5 sur 10. Donc pourquoi ça a floppé ? C'est une très bonne question. Je pense parce que c'est une mise en scène décalée, mais aussi terrifiante du monde du travail, avec un humour assez noir. Et l'entreprise de la Cogip, c'est vraiment une entreprise qui déshumanise ses employés, l'individu. C'est un environnement complètement claustrophobique dans lequel évolue Ranu. Ouais. C'est une entreprise. Génial. Et il y a aussi tout ce contraste entre Ranu qui est complètement obsédé par les années 80 et l'univers de Gilles Gabriel qui certes incarne une certaine forme de liberté mais qui est tout aussi ringard. Et je pense que c'est cette ambiguïté entre le ringard et le cool en surfant sur cette vague-là qui a fait que le film a floppé et qui a pu rendre mal à l'aise plein de gens. Coucou. Alors, c'est pas tout ça, mais un chanteur raté, une grande entreprise, des voix dans la tête, La personne aux deux personnes, c'est parti. Donc ça s'ouvre effectivement déjà sur une musique. Je voulais vous mettre un petit peu le contexte parce que vous avez compris que pour Nicolas et Bruno, qui ont débuté justement en réalisant des clips musicaux, c'est très important. Rien n'est un hasard et le choix des musiques est extrêmement important. Donc on entend les premières notes d'une musique. On entend la voix de Chabat qui la chante en même temps, on va comprendre très rapidement pourquoi. Mais je vous fais un petit peu le topo. Cette chanson, c'est Tropique de Muriel Dac, c'est une chanson de 85. Muriel Dac, c'est une Belge qui a composé ce titre en une nuit. Et c'est son frère de 15 ans qui fait les chœurs, genre les chœurs hyper cringe, genre Mamma Mia, discothèque. Voilà, juste pour le concept. Donc ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'elle chante quand même une chanson qui s'appelle Tropique. Déjà, elle est belge, donc je vois pas trop comment... voilà, pendant la moitié de la chanson, elle dit qu'il fait chaud, on sait pas trop comment. Donc, première référence 80s, et ce film en fourmille. Il y a un milliard de petits détails que je vais vous détailler en bonne daronne que je suis parce que je les ai spotés. Donc, c'est vraiment l'âge d'or des 80s et du kitsch qui est marqué. Donc, en même temps, comme je vous disais, il y a la voix de Gilles Gabriel qui est jouée par Chabat. Donc, la première image, c'est Gilles Gabriel dans sa voiture avec un look tellement 80s qu'on se pose la question pendant quelques secondes, est-ce qu'on n'est pas en vérité dans les 80s ? On se demande vraiment dans quelle époque on est. Il est avec sa veste en cuir, sa clope, sa gomina, et c'est vraiment hyper kitschouille. Sur son rétro central, il pendouille même un badge qui reste assez flou, qu'on devine très vintage. On comprendra par la suite que c'est marqué Festival été 98. Sur la deuxième image, ensuite s'instaure un parallèle. Donc il y a des zooms sur des fournitures de bureau sur lesquelles une main colle des étiquettes avec des noms. Clairement, plus personne ne fait ça depuis 20 ans. Hein. Moi, c'était mon boss vieux quiche à la retraite qui faisait encore ça avec son agrafeuse, mais clairement, plus personne ne fait ça. Donc déjà, on comprend qu'il y a un décalage de temporalité et qui correspondent aux gens du casting. Donc le scotch, c'est Daniel Auteuil, pour poser justement le fait que l'environnement de l'autre personnage, ça va être le bureau, à contrario de Gilles Gabriel qui est dans sa voiture. Toutes ces petites zooms en fait, de fournitures de bureau sont entrecoupées de visions de Gilles qui chante dans sa voiture. Ensuite, on a l'agrafeuse, qui est Chabat. Donc, moi, je vois des méta-références sur le lien, parce que d'un côté, il y a le scotch, de l'autre, il y a l'agrafeuse, et ils vont se retrouver fusionnés ensemble. Bref, c'est peut-être moi qui surinterprète le truc. Ensuite, on a le tampon encreur, c'est Marina Foïs, donc c'est la boss, c'est elle qui valide. Ensuite, la calculatrice Casio LC826, oui, chez une daronne, j'ai identifié le modèle, je l'ai eu, effectivement. C'est complètement vintage 80s, clairement ça n'existe plus, avec la loupe pour annoncer les réals Nicolas et Bruno.
Pour annoncer la coprode, ensuite on a les trombones et le stylo bic à bouchon noir et corps orange qu'on retrouvera par la suite car il symbolisera l'objet du désir de Jean-Christian. On vous en reparlera. Et ensuite, petit détail que moi j'aime beaucoup, le carnet exact compta quadrillé pour les dépenses qui annonce la participation de Canal+. Donc je trouve qu'ils sont allés vraiment loin dans les détails. T'as suranalysé le générique, c'est trop bien. En fait, elle a vraiment analysé des trucs que j'étais passé mais complètement à côté. C'est ouf. J'avais pas du tout vu ça, moi. C'est que le début, vous allez me détester. Oh merde. Donc ensuite, Gilles, qui est toujours à fond à chanter à tue-tête Muriel Dag dans sa caisse, arrête la voiture à un feu. Et là, on entend le titre de la radio, c'est Nostalgie. Donc là, on comprend qu'on n'est pas dans les années 80, mais que lui est dans un trip revival. Mais il s'avère qu'on est à ce moment-là en 2008, date du film. Et que le mec est ringard, au même titre que les fournitures de bureau, qui sont plus du tout celles utilisées non plus en 2008, que les choses soient claires. Donc ça impose de suite la ringardise des deux personnages. Voilà, donc il veut faire son malin parce qu'il pense quand la Nostalgie s'est annoncée, voilà, Muriel Dag, que c'était Muriel Dag en 86, lui il dit 85 alors qu'il se gourde un an, bref. Et là, la radio annonce un autre Gold qui va rappeler des souvenirs. Et là, c'est Flou de toi, de Gilles Gabriel. Donc, c'est sa chanson. C'était son hit des années 80. Donc, il est absolument comme une balle. Il met la zik à fond, la fenêtre ouverte pour se faire remarquer. Sauf que tout le monde s'en branle parce que tout le monde a oublié ce titre, clairement. Il essaie de faire son Mac avec à un moment donné une MILF et sa fille qui sont dans un gros 4x4 à côté de lui qui s'arrête au feu. Mais franchement, elles se foutent royalement de sa gueule. En plus, elles ont un 4x4 genre 2 fois plus gros que lui. Pour la blague. Donc, en gros beauf qu'il est, il appelle même sa femme au téléphone pour faire style « je t'appelle l'air de rien » et dire « ah, mais c'est incroyable, c'est ma chanson qui passe derrière, mais putain, j'avais même pas capté, truc de fou !» Voilà, gros beau face. Juste petit détail aussi sur sa Suzuki, à un moment donné, il y a un zoom arrière, on voit même les plaques, c'est quand même marqué 321 GG92, GG pour Gilles Gabriel quand même, s'il vous plaît. Donc, le mec a vraiment le melon. Il dit à sa femme en plus qu'il y a un revival 80s, qu'il est de nouveau complètement hype. Bon, clairement, il rêve sa vie, hein, on comprend qu'il vit dans sa tête. Sa femme l'engueule pour la liste de courses, donc c'est un gros soumis, hein, clairement. Et à un moment donné, hyper galvanisé et tout, il chante comme un malade dans sa caisse, mais il redémarre pas au feu. Et du coup, il y a un motard derrière qui s'impatiente, il lui fait un gros fuck. Sauf que du coup, le motard se vénère, va pour descendre de sa moto et lui péter la gueule. Mais du coup, Gilles Gabriel, qui, bien sûr, prend pas ses couilles dans ses mains, n'assume pas, décide de démarrer, scène ridicule, il cale, bien sûr. Il prétend avoir voulu allumer le plafonnier au lieu de lui avoir fait un fuck, mais du coup, il débarre en trombe et il percute un pauvre tic qui le traverse. Et là, on a un gros plan, c'est très drôle, sur la tête de Gilles, qui du coup récupère l'étiquette des fournitures, et c'est marqué sur sa gueule « la personne ». Puis, il percute le pare-brise, il perd connaissance, et là, on voit apparaître le piéton, Jean-Christian Ranu, donc joué par notre ami Daniel Auteuil, qui lui a l'étiquette aux 2 personnes. Donc on comprend d'un coup qu'effectivement, ce sont ces 2 personnes qui vont être liées pour le reste du film. Alors, autre détail, JC, lui, Jean-Christian, pour le coup, il a un look super 80s, avec les cheveux mi-longs, monture lunettes aviateur, costume vintage, coupe 70s as elle. On le verra plus tard, il a même une montre calculatrice. Non, mais ça, c'est un truc exceptionnel, oui. la montre Sérieux calculatrice. Oui. Ouais. Et une gourmette en argent avec son nom. Donc vraiment, il a la totale, hein, clairement. Donc les 2 sont des gros ringards qui vivent complètement en dehors du temps. On annonce vraiment la couleur. Alors Jean-Christian n'est même pas blessé, hein, c'est absolument improbable, il s'est tapé un shoot énorme avec un mec qui l'a percuté à 50 km/h, mais il est tout à fait frais. Il y a 2 mecs qui le relèvent, ils lui rendent sa sacoche, qui est aussi très vintage, et son sandwich sous cellophane, c'est important, ça va lui servir ce sandwich. Il entend la voix de Gilles dans sa tête, et il croit d'abord que Gilles est à côté de lui. Il comprend pas trop ce qui se passe. Gilles non plus, il comprend absolument pas ce qui lui arrive. Il se rend pas compte qu'il est dans le corps du dit Jean-Christian. Il voit son corps inerte à côté de la voiture. Donc d'un coup il dit « Oh mon Dieu, je suis mort !» Du coup Jean-Christian prend peur. Il retourne à son bureau de la Défense en prétextant avoir un rendez-vous. Alors là il y a plein d'analogies complètement débiles avec les morts imminentes. Donc Gilles croit « Oh mon Dieu, je vois la lumière au bout du tunnel. Non, c'est horrible, je suis en train de mourir. Oh mon Dieu, l'ascenseur, on monte au paradis. » Et là, d'un coup, c'est ridicule, je trouve, cette scène dans l'ascenseur où JC se retrouve à côté d'un collègue à lui, en fait, qui a un quinca à barbe, qui joue avec ses clés. Et du coup, il l'appelle Saint-Pierre. Voilà. Il dit ah, Monsieur Saint-Pierre, aidez-moi, je suis en train de monter au paradis. Enfin, bon, c'est complètement con, dit comme ça, mais c'est très drôle quand c'est la voix de Chabat qu'il fait, très honnêtement. Donc Jean-Christian arrive dans les locaux de sa boîte, la Cogip. On comprend que Ranu est comptable. Il parle à son sandwich pour s'adresser à Gilles comme si c'était un téléphone. C'est vraiment juste complètement con.
Et je trouve que pour le coup, Daniel Auteuil est assez bien casté dans ce rôle-là parce qu'il est complètement en décalage, que ce soit physiquement ou dans le jeu. Il dit même, vous êtes en communication dans une personne privée, c'est pas sacrée soirée ici. Comme l'autre lui dit, mais attendez, je suis une star. Enfin, que des références vintage. Ensuite, Jean-Christian intercepte sa boss, Muriel Perrache, jouée par Marina Foïs, alors qu'ils vont entrer en réunion. Et on comprend que c'est vraiment un mec complètement à l'ouest, parce qu'il lui dit quand même, je vous ai imprimé un courriel. Et elle lui répond, on verra ça en débriefing. Alors lui, il comprend pas le mot. Hein. Elle adore les anglicismes, et elle est obligée de lui dire, non mais en réunion quoi. Alors le discours de Muriel, la boss, par rapport au PowerPoint, c'est très drôle, parce que c'est aussi des méta-références à The Office. Qu'elle dit à un moment donné sur le PowerPoint, c'est marqué « ensemble », et elle dit ouais, enfin ensemble entre guillemets parce qu'on est quand même en pleine compression des effectifs quoi. Donc Gilles Gabriel se demande entre-temps complètement où il est complètement perdu, il imaginait la vie après la mort vachement plus glamour. JC essaie de faire taire Gilles par tous les moyens, mais il n'y arrive pas bien sûr. Du coup il se retrouve à se proposer sans le vouloir pour faire une présentation au Palais des Congrès à la fin de la semaine. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Et il y a une phrase de Gilles quand il est au micro, un peu contraint et forcé, qui résume vraiment toute l'obsession de Nicolas et Bruno, je trouve, dans quasi toute leur création. Ça se résume vraiment en une phrase, c'est « Ah, c'est ça en fait le concept de l'enfer, c'est des bureaux ». Et au micro, Jean-Christian dit d'ailleurs à la fin « Je vous en supplie, arrêtez de me persécuter ». En parlant à Gilles, mais si on peut voir aussi un cri global des employés de bureau vis-à-vis de leur manager toxique, je trouve, à travers cette phrase. C'est donc après cet énième moment de Diane, alors que le film n'a même pas 10 minutes, que JC décide d'aller faire sa visite médicale en avance pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Arrivé devant l'infirmière, et demande donc à se faire décaler sa visite médicale, à quoi elle répond « Ok, slip chaussettes ». Oui, il est déjà en slip chaussettes. Alors, je sais pas si ça se fait encore, hein, mais alors la visite médicale en slip chaussettes, moi j'ai fait « Ok, ambiance, dans les locaux et tout », parce que clairement il est dans un couloir. Hein. Il est donc envoyé à l'audiotest, parce que pour lui ce qui se passe au niveau des oreilles, et globalement, chez l'ORL, il essaye de lui faire comprendre ce qu'il entend une voix en plus, mais l'ORL il comprend pas, parce qu'il explique très 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 mal. Donc il tente plein de trucs, genre mettre le micro contre son oreille, contre son front, être en slip dans une petite boîte très exiguë avec l'ORL qui est une scène magnifique. Et je tiens à dire que l'ORL, c'est Denis Maréchal, qui est un acteur que j'adore et qu'on retrouve notamment dans un tout petit rôle dans Kaamelott. Et globalement, après s'être retrouvé en slip avec l'ORL le regarde et fait « T'es allé voir un médecin quand même ou ça peut valoir le coup ?» On l'envoie donc chez le médecin, joué par, j'ai oublié son nom, je me dégoûte. François Damiens. Ah oui, c'est vrai qu'il joue dedans, j'avais oublié. Génial. Voilà, et l'entrée avec le médecin peut se résumer très simplement. Et donc, en fait, je voulais savoir, par exemple, si... Non. Si. J'adore cette réplique. C'est mon premier fou rire du film, j'ai fait, c'est trop drôle. Donc, le médecin, le cliché qui fume, qui arrête pas d'enchaîner clope sur clope. C'est ça. Ouais, et puis c'est littéralement, il demandait son nom et son prénom, quoi. Donc après avoir encore expliqué mal au médecin ce qui lui arrive, le doc va penser qu'il a clairement un problème psychologique, hein, qu'il va pas le prendre pour quelqu'un de sain. Et donc il se dit, je vais appeler votre supérieur. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, c'est un gros burn-out, on va appeler la supérieure. Et JC, du coup, d'un coup, se résigne, il dit, non, mais c'était pas pour moi, c'était pour un collègue. Je vais y aller, je vais vous laisser, je garde le fascicule. Le fascicule, qui est juste un test de Rorschach que le docteur lui avait donné, et qui est en train de dire, ouais, je sais pas ce que je vois, ça me dirait un papillon, puis derrière, t'as Gilles Gabriel, c'est un vagin, c'est une grosse chatte. Globalement, c'est ça. Hein. Ensuite, JC donc, se balade dans les locaux en slip chaussettes. Et alors, moi, moment lunaire, tout le monde en slip chaussettes. Oui, carrément. J'adore ce passage. Vraiment, alors, je vais pas dire que j'en rêve parce que c'est très bizarre et que j'aime beaucoup mes collègues, mais je trouve ça génial, le principe où toute la boîte se bat en slip chaussettes dans une partie des bureaux. Et donc, il décide d'aller aux toilettes pour pisser. Et Jean-Christian découvre qu'en fait, Gilles Gabriel voit par ses yeux et entend par ses oreilles. Et c'est à ce moment-là que, en se regardant dans le miroir, Gilles Gabriel découvre la tête de Jean-Christian. C'est votre visage, ça ? Ben oui, quoi, je vois pas le... Non, mais attendez, c'est pas possible, je peux pas avoir cette tête. Mais effectivement, vous ne pouvez pas avoir cette tête parce que c'est ma tête jusqu'à nouvel ordre. Tellement drôle. L'écriture de Nicolas et Bruno est incroyable, vraiment. Ah ouais, de ouf. Donc, Jean-Christian va se dire, tu sais quoi, on va aller à l'hôpital, on va retrouver ton corps, on va remettre toi dans le corps, et comme ça, j'aurai la paix. Donc, les voilà en direction de l'hôpital, où ils arrivent, où une manifestation noire de
5 vieilles dames. Moins que ça, je crois. Son choc-barre de la mort, enfin de la mort de Gilles Gabriel. Et lui, il est ému aux larmes de voir ses fans qui sont là pour lui. Et donc, globalement, Jean-Christian essaye de rentrer, mais il se fait rembarrer parce que y a plein de fans qui font. Il y a 4 fans qui essayent de rentrer. Ils décident donc de faire le tour pour essayer de rentrer par derrière. Ils aperçoivent au loin Corinne. Et Gilles, du coup, premier réflexe, dit « Oh, Corinne !» Sauf qu'il est toujours dans la tête de Jean-Christian, donc elle l'entend pas. Donc Jean-Christian fait « Oh, Corinne !» Tout le monde le regarde « Putain, mais t'es qui ?» On laisse plus ou moins rentrer. Il va vers Corinne pour lui expliquer, pour lui dire « En fait, je t'explique, j'ai ton mari dans ma tête et il va très très bien. » Et du coup, ils le prennent pour un fou, ils le tègent. Donc il repart de l'hôpital, et cette fois-ci, Gilles Gabriel arrive à le convaincre qu'il faut vraiment qu'il aille parler à sa femme chez lui. Donc il rentre par effraction chez Gilles Gabriel, ce qui n'est pas du coup rentré par effraction parce qu'il rentre chez lui. C'est ce qu'il essaie de lui dire, mais c'est pas obligé. Et ils arrivent, et de loin, ils voient par la fenêtre Corinne, donc la femme de Gilles Gabriel, mais qui n'est pas seule. Elle est avec un homme et elle l'embrasse. Et Gilles Gabriel le prend très mal. Et il décide quand même de forcer JC, donc Jean-Christian, de rentrer chez Gilles Gabriel par effraction. Et dans la cave, il tombe sur le chien qui hurle et donc il fait venir la femme de Gilles Gabriel. Le chien qui s'appelle Pitou. Oui, Pitou. J'adore le chien. Je suis pas très chien, mais lui, vraiment, il me fait beaucoup trop marrer. Et la femme arrive. Et Jean-Christian étant Jean-Christian, il n'arrive pas à communiquer avec elle. Et il s'enfuit en moins de 30 secondes en courant. Gilles Gabriel est déprimé, Jean-Christian aussi, et décide de rentrer chez lui. Et c'est là qu'on découvre la maison de Jean-Christian. Et oh bordel, qu'est-ce que c'est vert et qu'est-ce que c'est moche. Ouais, c'est exactement ça. C'est vert, mais orange aussi. C'est une déco très ringarde. Mais je trouve que c'est ultra années 70. Oui, ouais, c'est années 70-80. Ouais. Mais en 2008. Ouais. Avec une moquette à carreaux. Et quand il arrive, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il met ses clés dans un pot en forme de chaussure. Ouais, le vide-poche est incroyable. Voilà. Il ouvre les rideaux. Nous avons une vue magnifique sur le périph' à côté de la Défense et avec les voitures. Et alors ça, c'est vraiment un running gag quand on se retrouve dans l'appartement de JC, c'est que quand il ouvre les rideaux, il y a une petite musique d'ambiance. Et alors, tu sais pas si c'est vraiment une musique d'ambiance qu'il y a à l'intérieur de l'appart ou si c'est un truc qu'il imagine ou si c'est une musique, comme on dirait, extra-diégétique dans le monde du cinéma, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la narration. Mais bon, bref, c'est un des détails qui m'a fait pas mal délirer. D'ailleurs, quand Ranu arrive, en fait, il s'amuse à faire un petit jeu assez chelou. Il fait coucou au conducteur, même s'il ne les connaît pas. Autant dire que Gilles Gabriel le prend un peu pour un taré. Je crois que c'est surtout parce qu'il est excessivement seul. Oui, mais oui. Et c'est sa seule communication presque positive de la journée. C'est vrai. Et donc, il se pose dans son canapé. Alors là, on a un plan comme ça en contre-plongée. Tout d'un coup, il va aller cacher des magazines porno sous d'autres magazines, n'est-ce pas ? Et il va se faire son petit plateau repas, tout préparé à base d'un plat que Grégoire adore, le petit céleri rémoulade. Quel enfer. Mais il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'il sort le plat du frigo, et que sur le plat, il y a le céleri, le verre d'eau et la télécommande de la télé. Oui. Ça, c'est extrêmement drôle. C'est drôle. Ouais, dans un plateau avec des petits compartiments et tout. Du coup, la télécommande au frigo à la base, quoi. Oui. Ça, j'adore. Et alors là, ça va pas du tout parce que autant JC, il adore son petit céleri, mais Gilles Gabriel, il trouve ça absolument immonde. Et donc, pendant qu'il est en train de manger, il regarde les infos. Et il essaye de zapper, sauf que Gilles Gabriel lui dit « Non, restez sur les infos, on va parler de ma mort, on va parler de moi ». Et on parle en effet d'un décès de quelqu'un, mais c'est l'ingénieur qui a inventé le Minitel. Alors, il faut savoir que chez Nicolas et Bruno, le Minitel, qui est vraiment cet objet emblématique des années 80-90, revêt une importance assez intense à leurs yeux. Et c'est vraiment un objet qu'on va trouver dans Messages à caractère informatif, mais aussi un peu plus tard dans la suite du film. Donc, Gilles déprime complètement parce que du coup, on parle pas du tout de lui. Et Jean-Christian essaye de le rassurer comme il peut. Alors, on a mentionné quelques secondes avant le thème de la solitude et il lui réplique que effectivement, à deux, c'est mieux parce que
on est moins seul, même si c'est quand on a une voix dans la tête de quelqu'un. Là, la lumière s'éteint et Jean-Christian se couche tout habillé sur son canapé bureau. Alors pendant un moment, il essaye de discuter avec Gilles et tout ça, parce que Gilles, il est pas du tout fatigué. Mais lui, il lui dit, ah ben non, 22h, extinction des feux, hein, attention. Alors, pour moi, il dit 20h30. Ah oui, non, c'est 20h30. C'est un autre moment, c'est... Ouais, Alors, c'est vrai, c'est plus tard. t'as raison. Mais surtout, Après, c'est le week-end, si je dis pas de conneries, il dit qu'il se couche tout habillé, parce que du coup, il a pas le temps de prendre de se changer. Ouais. Parce qu'il est déjà 20h30. Oui. c'est ça. J'adore ce personnage. Ouais, Ouais. génial. C'est ça, c'est hyper déprimant. Et puis moi, je peux pas m'empêcher, moi qui prends ma douche le soir, je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est dégueulasse en fait. Petit détail aussi, c'est très drôle quand Gilles voit à la télé justement le fameux Pouchard, inventeur du Minitel qu'on célèbre parce qu'il est mort. Il dit mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce ringard alors que lui c'est le ringard numéro 1. Et autre détail, JC mange des biscuits Chamonix qui sont des biscuits que plus personne ne mange C'est aujourd'hui. dégueulasse. Que les C'est choses soient dégueulasse. C'est à quoi? C'est à l'abricot. C'est vrai. Ah, c'est les conneries à l'abricot. Ouais. Oui, mais alors ça, j'avais dit pourtant que moi, j'annulais le projet s'il en ramenait. Il en ramenait 2 fois, le bâtard. Et donc, il les trempe consciencieusement dans son yaourt en les léchant. C'est assez dégueulasse. Il fait ça face à la télé. Et d'ailleurs, avant de mettre les infos, il y a Benny Hill pendant quelques secondes. Petite référence aussi bien vintage J'adore à la Benny. télé. Donc le lendemain, Jean-Christian se réveille en sursaut en criant avec un cri très très strident et pas du tout viril. Extraordinaire cri. Ouais, et d'ailleurs Gilles Gabriel lui demande, mais ça va, vous avez fait un cauchemar? Elle dit non, je me réveille tout le temps comme ça, tous les jours. Et là, il y a une trope qu'on va retrouver dans plein de films, hein. Ça n'a rien à voir avec Nicolas et Bruno. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait délirer dans les films. C'est pourquoi, quand les gens font des cauchemars ou se réveillent en sursaut, tu les retrouves se mettre à la verticale. Voilà. Enfin, en fait, quand on se réveille en sursaut dans la nuit, ça n'arrive pas. On se relève pas comme ça. Non, ça arrive, t'as un sursaut, bon, bah, t'es toujours allongé. Mais ça, c'est vraiment un truc que tu trouves dans plein de films. Ah, Bref. ça m'est arrivé. Ah ouais, ça t'est Ouais. arrivé? Ouais, c'est rare quand Fait même. des gros cauchemars. Oui, voilà, c'est ça. Comme habiter dans un appartement à La Défense, par exemple. Ouais. Et donc, Jean-Christian ouvre les rideaux. Nous avons la petite musique d'ambiance d'ascenseur qui retentit à nouveau. Et après cela, il décide de se diriger vers une porte dont l'étiquette, on peut lire les sanitaires. Alors là, c'est vraiment la grande question de quand on vit à deux dans le même corps, parce qu'on partage tout, bah comment on fait quand on va aux toilettes? Parce que ça peut donner lieu à des moments assez gênants, n'est-ce pas? Il se retrouve dans ses toilettes avec ce très 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 long couloir et toujours cette moquette à carreaux qui n'est pas seulement cette fois-ci sur le sol, mais qui apparaît sur les murs aussi. Et au début, voilà, ils sont très très gênés. Et puis au bout d'un moment, JC il dit non mais je préfère qu'on parle en fait. Je pense que ce serait moins gênant. Donc voilà, c'est comme ça que JC et Gilles commencent à finalement s'apprivoiser petit à petit. Attention, ils passent au tutoiement. Ça, c'est quelque chose qui arrive au moment que JC est en train de s'acheminer vers son travail. Et en fait, Gilles a trouvé un truc. Il dit qu'il a pris une décision absolument phénoménale. C'est que comme il va plus avoir aucune obligation, à part être dans le corps de JC, ça va lui donner une nouvelle impulsion pour écrire de nouvelles chansons. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas sorti la masse d'albums dans les dernières années, n'est-ce pas? Il disait pas genre un album tous les 6 ans en moyenne, un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Et C'est peu, quand même. il y a JC qui dit ça fait 0,16 par an. Voilà, 0,16 Aucun albums sens. par an. On arrive sur son lieu de travail. Et JC est convoqué au bureau de sa chef, Muriel Perrache, qui est quand même un petit peu en pétard parce qu'elle lui montre la feuille où il a écrit pendant la réunion de la veille. Et en fait, il a écrit tout un tas d'insultes. C'était pour faire taire Gilles Gabriel dans sa tête. Donc, il y a marqué, écrit en gros, surligné « merde, ta gueule » et tout ça. Et enfin voilà, elle lui demande des explications. Et d'ailleurs, elle menace de l'envoyer à la succursale de la Cogip. Il y en a une toute nouvelle qui vient d'être construite à Bucarest, si jamais il ne se ressaisit pas et s'il ne redresse pas la barre. Parce qu'elle lui explique que c'est vraiment le boulet de l'entreprise, Jean-Christian Ranu, qui ne rapporte
absolument rien. Donc on a vraiment tout qui est vu sous l'angle monétaire, hein, pas du tout humain. Et à ce moment-là, Ranu lui répond « Non, mais j'ai énormément de choses intéressantes à apporter à cette entreprise. Par exemple, je connais très bien Gilles Gabriel. » Moi, ça m'a choqué que, en fait, il soit tout nul parce que je me suis dit, il est tellement passionné par son entreprise et c'est tellement toute sa vie qu'a priori, il ne devrait pas être mauvais. Donc, s'il est nul, c'est qu'il est vraiment con. Et je crois que c'est juste avant qu'on apprend son âge. C'est cette séquence-là. C'est cette où elle séquence-là. lui dit, puisqu'elle lui dit, c'est bientôt la pré-retraite, vous avez 50-55, c'est ça? Et en fait, Ah non, j'ai 39 ans. Ah pardon. C'est tellement drôle cette séquence. Et là, c'est pas possible. Mais non, mais parce que comme je suis née en début d'année, forcément, ça prête à confusion. Il répond vraiment ça. Putain, mais 39 ans, quoi. Ouais, cette réponse est improbable. Non, Ouais, mais c'est génial. en fait, ça représente aussi très bien le monde de l'entreprise où tu vois les gens vraiment que sous un rapport monétaire. Et moi, je sais pas si c'est parce qu'il est con ou bloqué dans une autre époque et tout ça, mais c'est quand même profondément triste parce que effectivement, ce monsieur, il adore son taf. Et c'est super triste. Mais je trouve que c'est vraiment l'archétype de Dwight Schrute, tu vois, dans The Office. C'est-à-dire le mec hyper investi dans son taf, mais à chier, en fait, qui se pense le meilleur employé du mois alors qu'il est tout nul. Bah fait vraiment ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Et donc, pour se ressaisir, Muriel Perrache lui lance un défi, parce que comme il y a eu effectivement cette confusion pendant la présentation, pendant la réunion, où tout le monde a cru qu'il s'était porté volontaire pour faire sa note de synthèse à la convention des actionnaires au Palais des Congrès, en fait, elle lui dit que maintenant, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre, qu'il va absolument devoir faire cette présentation, et elle lui met une énorme pression pour cette présentation, et Jean-Christian se met à flipper. Moi, j'adore juste les anglicismes qu'elle utilise. Elle dit « Ah non, mais c'est mort, ça a été greenlighté. Hein. Puis de toute façon, c'est quoi votre input genre dans l'entreprise Jean-Christian ?» Ça me fait beaucoup rire, ces réflexions. Ouais. Et il y a aussi une autre scène avant qui me fait un peu marrer, c'est qu'on le voit aller au travail en métro. Et j'ai bugué et je fais, mais attends, il n'était pas là en voiture la veille? Aussi. Effectivement, on le voit dans les grands couloirs effectivement des hubs de la Défense. Et d'ailleurs, les dialogues sont excellents aussi. Ce qu'il dit, Gilles, il lui dit « Mais c'est la chance de ma vie d'être mort !» Et je trouve ça très très drôle. Et JC lui répond « Mais quand on est mort, c'est pas pour la vie normalement ?» Je trouve que ça me fait vraiment penser à des citations de Woody Allen, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, après ce gros coup de pression, il sort du bureau de sa chef. Chabat essaye un peu de le hyper pour lui redonner goût à la vie, lui dire « Non mais c'est bon, t'inquiète, on va la gérer ta présentation, je vais faire de toi un vrai gars et tout ». Il va un peu essayer de le remotiver, lui dire « Allez mon JC, c'est bon, t'es un champion. Ouais, vas-y, j'ai pas entendu, plus fort !» Bon, ça a l'air de un peu marcher. Petite scène face à la photocopieuse où JC est en train de faire ses petites photocopies et Chabat va suggérer à ce moment-là un petit changement de style qui s'impose sérieusement. Moi, j'adore les vestes. Elles sont tellement moches, Ouais. j'adore ça. Clairement. Celle d'après, en vrai, elle est pas mal. Mais on va y venir. Elles sont tout aussi moches, mais dans un autre délire. Je suis tout aussi fan. Il faut pas dire, mais on va y venir. Mais je viens de le dire, c'est pas grave. Et là, séquence que j'aime beaucoup. Jean-Jacques Steele. Putain, oui, mais Donc incroyable. en fait, là on passe direct du coup sur une séquence style message à caractère informatif où on nous présente la boîte Jean-Jacques Steele qui est la boîte de fringues que JC connaît et qui est a priori la seule qu'il connaît, où il va du coup aller se ressaper. On le voit revenir en costard couleur bordeaux, donc il est fier comme un coq et tout. Non, en fait, il est pas du tout fier comme un coq, il est là un peu en mode pourquoi tout le monde se retourne et me regarde? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, Chabat est un peu obligé de lui expliquer, c'est parce que tu as du style, mon pote. Les gens sont impressionnés. Et il se retrouve à avoir quelqu'un qui lui dit bonjour. Du coup, Chabat lui explique un peu les rapports sociaux de base. Là, quelqu'un vient de te dire bonjour, tu dis bonjour. Et tu tends la main. Enfin, tu salues. Non, pas comme ça, pas en tendant la main, en faisant la bise. Donc voilà, petit moment un peu gênant, un peu très gênant. Puis à quoi on va se retrouver dans une scène dans le bureau de JC, qui est au fait juste un espace entre deux étagères, qui vont passer leur temps à se rapprocher petit à petit de manière hyper angoissante. Oui. Pour moi, ils ont juste mis physiquement l'expression être mis au placard. Oui. Il est dans un putain de... Il est dans un Oui, placard. c'est un placard. Il c'est lui ça. dit en plus, Et- Gilles, il lui dit c'est un placard ton truc. Mais non, c'est pas un placard, c'est un
bureau temporaire. Ouais. Je sais plus si c'est le. Ouais, c'est ça, Oui, il le dit, terme qu'il utilise. Et puis tu vois les escaliers juste derrière lui avec Oui, les jambes des gens qui Une descendent et magnifique qui montent. baie vitrée où t'as juste les pieds, les panards des gens toute la journée dans son dos. C'est horrible. Ah, quel enfer. Et du coup, lui, il a ses petits espaces et à chaque fois, les gens essaient de pousser les étagères pour gagner de la place et ça bouffe. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de revoir cette scène là de Star Wars où ils se font écraser. Je crois que c'est ça. Hein. Ah, c'est complètement ça, c'est horrible. Elle m'angoisse de ouf cette scène. Tout le matos est sous cellophane aussi. Genre la plante en plastique, elle est sous cellophane. Son ordi dont il devrait se servir, il est sous cellophane parce qu'il se sert que du Minitel. Donc ça a aucun sens. J'avais même pas fait gaffe à Mais ce si, détail. c'est parce que c'est temporaire, donc il a pas déballé ses affaires. Parce que dans sa tête, c'est très temporaire. Bon, ça va être très temporaire. Normalement, il est censé bosser quand même. tu Depuis vois. un petit moment. Ah, ouais. Il imprime quand même ses courriels sur l'imprimante Minitel, mais il n'a pas son ordinateur. Il est trop fort. Mais du coup, voilà, pourquoi ils vont à ce bureau ? Parce que, en fait, ils viennent réviser le pitch de JC. Comment on fait ça ? Quand les deux personnes, enfin la personne qui fait réviser et celle qui doit se cacher le texte, ont les mêmes yeux. Bah ça marche pas, du coup, spoiler, voilà, ils galèrent, ils comprennent pas pourquoi... Cette scène est particulièrement drôle en mode bon, faut que je vois pour connaître le truc. Bah oui, mais si je vois, Je- bah du coup, comment je fais pour... C'est tellement drôle. Ça, j'ai beaucoup aimé. On voit JC à la fin de la journée en train d'essayer d'imprimer ses mails, ce qui fait à chaque fin de journée, ça lui prend a priori des heures parce qu'il dit oh, j'en ai pour jusqu'à 21h d'imprimer mes mails. Je sais pas pourquoi t'imprimes tes mails, frère, genre, je comprends pas. Du coup, Chabat dit non, arrête les conneries, on va boire un coup en terrasse. Maintenant, marre des panards derrière mon dos, allez, on se casse. Ils vont en terrasse, a priori toujours l'esplanade de la Défense. Le serveur arrive, apporte le petit cocktail et le céleri rémoulade. Ah oui, c'est vrai. Avec le museau, céleri museau. Oh là là. J'ai un petit point qu'il faut que je raconte parce que pour Oui. moi, c'est d'autant plus horrible qui est que j'ai travaillé 1 an et demi à la Défense. Et donc, je reconnais les lieux. Non. Moi aussi, Et j'ai je reconnais vraiment le lieu. de me Putain, mais tirer une balle. l'angoisse. Et vous imaginez pas à quel point je suis heureux de ne plus bosser à la Défense. Euh, Parce que cet endroit C'est horrible. me stresse physiquement. Ouais. Moi, Parce que mon ancien appart, il donnait sur la Défense, vraiment, c'était... Bon, de très loin, hein, mais l'angoisse. Ah, t'étais pas au niveau de la route, toi, ça va. Ah non, mais j'étais giga loin en fait, j'étais à 5 bornes. Mais vu qu'il n'y avait pas de vis-à-vis, je voyais directement la Défense au loin et je trouvais ça un peu stylé et un peu angoissant à la fois. Donc oui, cocktail pour Chabat, céleri, rémoulade, museau vinaigrette pour JC. Il y a une petite scène un peu bizarre où Chabat est là. Oh, Théma, à 3h, il y a des culs, vas-y, les nibards, mais Théma. Et JC qui Bah non, comprend il est pas, qui est là, 18h30. mais où Il est 18h30. Ah, mais l'avion de chasse, quoi? Où ça? Il regarde dans le ciel. Donc, Gabriel qui en peut plus du mec qui comprend que rien à rien, qui est pas un bof à son niveau. J'ai l'impression d'être avec un gros nul, quoi. Dis, c'est impossible de mater avec toi. Mais ça, je reviens dessus, mais je trouve l'idée du fait qu'ils partagent le même goût super drôle. Et du coup, il prend un plat pour l'un et pour l'autre. Je trouve l'idée est excellente. Mais oui. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Il est dans le bus et il a un croissant pour Gilles Gabriel. Et Mais lui, oui. il a un pain au raisin. Parce que tu comprends qu'il pouvait pas choisir parce que Gilles voulait pas la même chose. Je trouve ça génial. Non, ça, c'est une putain de bonne idée. Et du coup, c'est là qu'on comprend qu'au fait, à la suite d'une discussion entre les deux, qu'au fait, JC, il est bien célib. Quand Gilles essaye de creuser là-dessus, on comprend qu'il est très très bien dans sa peau, ok? C'est bon, ça va, bon. Donc voilà, retour à l'appart où il découpe des photos de Chabat pour se faire un petit calepin qui va lui donner une idée au fait de qui est le bonôme qui habite dans son corps. Ce qui est pas con, hein, en vrai. C'est une autre excellente idée du Moi, film, j'aime ce bien. calepin. J'ai Clairement. adoré cette idée. Où il est Et il y a là du à beurre, dire t'avais pris du poids sur cette photo. Ah oui. Tu t'étais fait une teinture Non. Et là, pendant qu'il est en train de faire ça, d'un coup, bam, 22h, extinction des feux. Chabat qui est là. Oh non, pas déjà. Mais je suis pas fatigué, c'est le manque de sport. Enfin, je sais pas. Le manque d'exercice, ça me donne pas envie de dormir. Tu pourrais pas laisser une petite lumière Oui, parce qu'en fait, il explique que lui, pendant que Jean-Christian dort, bah lui, il dort pas. Il se Bah fait ouais. chier C'est un peu Alphonse dans dans son armure dans Full Metal Alchemist. Oui. Oh, j'adore avoir chopé la référence comme ça. Ouais. Wow. J'adore cette Deep, les référence. gars. Mais c'est exactement ça. Oui, et du coup, là, une blague incroyable quand on l'a regardé avec Giboite, vraiment, il a explosé de rire. C'est du coup, bah, ok, très bien, t'arrives pas à dormir, je vais te mettre une petite veilleuse et tu me fous la paix et moi je dors. Et la petite veilleuse en question, c'est un espèce de gros panneau publicitaire avec marqué Bonne année 1984. On est en 2008.
être resté bloqué dans une époque. C'est un gros néon en Mais plus voilà. qui clignote, qui est Oui, le truc qui horrible. clignote, genre bien flashy. L'angoisse. Et l'autre, il est content du coup. Ah, merci. Bah oui, parce que lui, il aime bien. La 84, c'est ses années Oui, c'est aussi. Hein. Finalement, c'est super cohérent. Et donc, a priori, le lendemain matin, on passe sur une séquence que j'adore. Je crois que c'est ma préférée du film. Pareil. Oh là là. Forcément. C'est une séquence pré-Charlie Hebdo, quoi. Oui, c'est bien de le préciser avant. Pourquoi Grégoire dit ça? Parce qu'au fait, Désolé. donc T'as spoilé, petit travelling autour de JC qu'on voit en costard tout blanc, immaculé, Il est magnifique. magnifique, à l'entrée de la Cogip. Et là, il rentre dans la Cogip en marchant lentement, l'air serein. Et on voit que petit à petit qu'au fait, les gens ont l'air de un peu être livides en le voyant. On voit que c'est parce qu'il a un shotgun dans une main. Et là, il se met à buter quelqu'un. La caméra se retourne et on voit qu'il y a Chabat également en costume blanc juste à côté avec aussi un shotgun. Et il y a toute une séquence où ils sont là en train de chanter super gaiement tout en butant tous les gens de la boîte. Et donc ils vont avancer comme ça dans la boîte et ils vont tomber sur Muriel en train de faire du sexe bien sale avec un bâillon dans la bouche et tout. Et là, surprise, elle est en train de faire du sexe avec JC Bah oui, évidemment. qui se voit lui-même. Himself. Ouais. Mais j'ai essayé, on en parlait tout à l'heure, j'ai essayé de retrouver les paroles de la chanson qui chante dans le rêve, justement. J'ai pas réussi. Donc, Elle est incroyable. Alors, je à peux te nos le dire. auditeurs, si jamais vous arrivez à retrouver les paroles quelque part, envoyez-les nous, s'il vous plaît. Alors justement, c'est la référence. L'original, c'est Jackie Schwartz. C'est mise au point avec un T à la fin. Et eux, ils l'ont refait mise au point avec un G à la fin, justement, dans le cauchemar. Enfin, dans le rêve cauchemar. Et comme Jackie Schwartz, dans le clip, est habillé aussi tout en blanc dans les années 80. Donc c'est aussi la référence au clip. Donc ça, c'est assez drôle. Et moi, j'aime beaucoup le plan aussi en first personal shooter où on voit les shotguns en zoom devant quand ils arrivent en fait à l'étage et qui tuent tout le monde. Bah, Je trouve ça hyper drôle. c'est ultra En doom dans le. Mais complètement. de ouf. Et c'est C'est génial. complètement doom. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup rire, quoi. Et d'ailleurs, ils ont changé les paroles à la fin, puisque normalement, les paroles de Jackie Schwartz, c'est pour toutes les victimes du romantisme. Et Chabat dit pour toutes les victimes du surmenage comme toi, juste un petit clin d'œil, une mise au point. Donc c'est aussi une méta-rêve sur le monde de l'entreprise qui broie les employés, quoi. Voilà. Voilà, depuis le début, sexe avec JC. Et là, d'un coup, il se réveille en hurlant comme à son habitude avec un cri masculin. Incroyable. Très, très bien. Ah, c'est très bien fait. Tu fais très bien le JC qui se réveille. Donc voilà, et ils partent bosser. Donc il va se rescène à la photocopieuse où il va tomber face à une collègue. Et là, Chabat va lui dire ok, super bon exemple. Alors là, tu vas lui sourire. Donc la collègue lui sourit en retour. Et là, il lui explique voilà, ça c'est le miroir. C'est un principe de base en communication avec des autres êtres humains. C'est un truc que tu vas utiliser pour ta communication. Donc là, il commence à lui répondre à voix haute, devant la collègue qui est là. What the fuck, qu'est-ce qui lui arrive à ce gars? Il débloque complètement. Et il continue sa discussion sans en avoir rien à foutre de la collègue qui se part en mode je m'en vais là, il est fou. Du coup, voilà, JC est tout content en mode oh c'est comme ça, mais je vais être trop fort. Ça y est, je revis. Je suis en train de vraiment devenir quelqu'un, parler aux gens et tout. Et là, il y a Muriel qui passe en train de parler avec ses collègues. Et il se dit ah là c'est bon, faut que je la chauffe, faut que j'aille lui parler. J. Gabriel qui lui dit non, c'est pas la bonne idée, c'est pas le moment. Elle est en train de parler avec des gens, t'y vas pas maintenant. Et il en a rien à foutre, il y va. Il l'interrompt en plein milieu de manière hyper sale. Genre, elle est là, enfin, genre, pas savoir où se placer. Enfin, je serais à sa place, je serais tellement gêné. Enfin, juste, cette scène était gênante juste parce que tu te dis, non, je peux pas m'imaginer à la place de cette personne. C'est marrant, je me souviens pas de cette scène. Elle est en glups avec les Hollandais, elle est en train de... Non, mais je crois que c'est parce que j'ai appuyé sur 30 secondes plus tard. Oui. Décidément, t'as des triggers avec la gênance, quoi. Ah, très fort. C'est dommage parce que du coup, t'as raté le moment où il lui explique comment il a toute la cassette de Gilles Gabriel qu'il lui a préparée avec tous ses plus gros tubes et tout. Ouais. Oui. Elle en a rien à foutre, c'est trop drôle. Si, ça je l'ai vu, j'ai marqué que c'était un sociopathe. Oui, Ah, bah t'as complètement regardé la sociopathe. scène, alors. Bah, j'ai sauté que 30 secondes. Du coup, elle va le recaler salement en lui disant mais
connard, j'étais en train de parler avec des gens, t'es en train de faire foirer le truc sur lequel je travaille, mais casse-toi, je veux pas te parler, j'ai pas envie de partager des trucs avec toi, barre-toi. Et là, il fait, oh la claque, je crois que je suis à fond sur elle et tout, et trop chelou. Oui. Giga chelou. Et du coup, moi, là, je vois une méga ref au dîner de cons. Parce que je vois exactement Villeray quand il est au téléphone, qu'il essaie d'appeler Juste Leblanc et qu'en fait il perd complètement son fil, qu'il fait un producteur belge, il fait n'importe quoi et il oublie complètement de demander si à la femme de Thierry Lhermitte. Et il raccroche et l'autre le regarde et il dit exactement la même réplique que là Muriel lui dit. Et il lui dit « Mais vous êtes complètement abruti !» Tu vois, parce que c'est vraiment genre, vous êtes à ce point complètement con. Et du coup, je vois vraiment la ref, d'autant que Daniel Auteuil a joué François Pignon dans Le Placard. Ouais. Oui, c'est vrai. Personnage récurrent de Francis Bébert. Donc pour moi, c'est vraiment aussi une autre référence. Et c'est ça, donc c'est un mélange pour moi de... Ranu, c'est un mélange de François Pignon, de Michael Scott, donc le fameux boss idiot de The Office qui est extrêmement gênant, et de Dwight Schrute, voilà, l'employé qui se croit modèle et qui comprend pas qu'il fait toutes les choses à l'envers en fait. Et il est complètement déphasé. Et d'ailleurs, il a même imprimé un courriel avec les paroles pour Muriel en lui donnant la cassette. Il lui dit « Je vous ai imprimé un courriel avec les paroles ». Et il lui dit même, quand elle lui dit « Mais vous êtes complètement con, moi j'ai envie de rien partager avec vous, Ranu, vous me faites chier, tu vois ». Et il lui dit « Mais moi je croyais que c'était une manière de partager des rapports humains ». Et elle lui dit même « Vous commencez à me gonfler les parties génitales, c'est clair ». Et là, ce con, il sourit, il comprend rien, et il est complètement in love de Muriel. Donc il est vraiment complètement à l'ouest. Et là, on passe à la chanson de Pitou dans son bureau, moment assez exceptionnel quand même. Il met une cassette dans une valise. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un truc vraiment complètement vintage. On dirait celle de Mission Impossible avant qu'elle s'auto-détruise dans les années 80. Je sais pas ce que vous en pensez. De ouf. Il met vraiment la cassette dedans et ça lance la cassette. Et à savoir, fun fact, c'est la mélodie du couplet de la chanson So Far Away From LA de Nicolas Perrac, qui est sortie en 75. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. So far away from LA, so far ago from Frisco. T'étais la seule qui était née en 1975 dans cette pièce. Je te remercie, je t'emmerde. Donc, le fait est que les premiers couplets, c'est exactement la même mélodie. Et d'ailleurs, Nicolas Perrac est crédité au générique avec cette chanson, parce que c'est exactement ce que Nicolas et Bruno ont repris pour écrire la chanson de Pitou. Bref, donc on voit la JC qui est accoudée à son étagère et qui est en train d'écouter les paroles de cette chanson et qui lui pense que ça parle de Muriel. Dans le fond des escaliers, très très drôle, alors que normalement il y a aussi bien des mecs que des nanas qui descendent ces escaliers. Là d'un coup, il n'y a que des jupes et des jambes de femmes qui passent et certaines qui repassent d'ailleurs, qu'on voit passer 3-4 fois les mêmes. Oui, c'est très très ils ont drôle. pris 10 personnes, ils disent bon, vous faites des tours, hein, clairement. Hein. Mais du coup, il n'y a que des morues. Donc c'est très drôle, ça fait un peu genre... C'est des morues. Oui, voilà. Et donc, Attends, je crois qu'on n'a pas cette expression. Ouais. Ah, tu connais pas? Vous connaissez une pas morue? Tu regardes pas, quoi. Ouais. Tu regardes pas Kaamelott? Elle est où la morue là? Oh trop la mocheté. Oui, mais on voit On voit que les jambes. Bah non, mais j'ai pas dit que c'était des trolls. Moi, des morues, c'est comme je dis les nains pour les enfants, tu vois. C'est pareil, ça désigne une femme. D'accord, quoi. c'est ça, parce que pour moi, dans ma tête, morue, c'est une Ouais. personne moche, quoi. Non, j'ai pas dit une crevette, j'ai dit Une une morue. morue. Attention, c'est pas le même vocabulaire marin, les gars. Bah, je sais pas, je pense qu'avec Galien, on est d'accord pour dire que pour chez nous, une morue, c'est quelqu'un de moche, et une crevette, c'est juste une personne maigre. Ah non, la crevette, c'est tout est bon sauf la tête, les gars. Laure, est-ce que t'es raccord avec ce qu'elle dit? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Ok, Ouais. Galien, il y a un Merci. gap générationnel. Check Daron. Oui, de ouf. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon, on est Daron contre... Ah, mais c'est parce que vous êtes des bébés, ça. C'est pour Et vous ça. êtes des On va, ancêtres. on va sortir les déambulateurs. Oh, et Ouais, c'est oh, ça. hein. Ouais, bah toi, retourne en maternelle. Donc, justement, donc on voit Jean-Chris qui est vraiment ultra cringe, hein, qui chante des paroles en disant « Mais qu'est-ce que tu caches au fond de toi, ma Muriel ?» Et quand il y a les paroles de Gilles Gabriel qui disent « Tu sais sortir tes griffes », il dit « Tu es ma tigresse ». Enfin, il dit que des trucs mais ultra cringe comme ça. À un moment donné, il dit « Tu es mon dossier ultra sensible, je t'aime ma chérie, ma mumu ». Enfin, c'est vraiment que des trucs mais horribles. Et alors, le moment le plus gênant, c'est quand il dit « J'ai tout collectionné de toi, regarde ». Et là, il ouvre une boîte en métal à clé qui est typique des bureaux pour mettre la monnaie, en fait, dans les années 90. Oui, j'ai connu ça de nouveau. Je suis une daronne, je sais. Sauf que lui, il a transformé ça en hôtel de psychopathe. C'est-à-dire qu'il a tout collectionné de Muriel. Un pansement, un chewing-gum
Tu voulais dire quelque chose, Greg ? La mèche de cheveux. Attends, j'ai pas fini. La mèche de cheveux, moi, Mais ça oui. m'a Et trop marqué. tout est tapé dans des petits sachets avec des dates. Les dates sont tapées à la machine. La mèche de cheveux. Alors effectivement, tu as raison, Greg. On se demande à quelle occasion il a pu taper une telle mèche de cheveux quand même à Muriel. On a alors Attissa dans son bureau. Ou chercher dans la... Non, tu sais, parce que Mais dans le bureau, tu non, coupes pas les là, cheveux. c'est vraiment une pure mèche de cheveux Ouais. que t'as coupée au ciseau. Ouais, il l'a coupé, Mais si quoi. ça se trouve, tu sais pas, hein, comme Muriel Perrache, elle est en train de faire un burn-out, elle perd ses cheveux, hein, ça arrive. Hein. Ah non, c'est une mèche coupée. C'est une mèche coupée. comme ça, tu vois. C'est vraiment... c'est une mèche coupée. Tu prends ça, tu coupes, quoi. T'as genre 5 cm de mèche de cheveux. Enfin, vraiment. Ah ouais. C'est pas genre des cheveux qui sont tombés. Tu vois le coup de ciseau, quoi. Ouais, et justement, je me suis posé la question, je me suis dit, quel est le moment odieux où il est passé derrière Muriel pour lui taper une mèche de cheveux, quoi. Ah Il y a un non, gobelet, il y a un mégot. Ouais, il y a son badge de cantine, donc il lui a tout piqué. Genre, la meuf n'a plus rien, quoi. Vraiment, ses photos d'identité ratées, sa clope, un coton-tige, très sympa. Ah Et- putain, quelle horreur. Et le J'ai oublié. stylo bic mâchouillé. Ah. Voilà, référence au générique du début. Donc la fameuse tasse de café en carton avec le rouge à lèvres, qui le baise goulûment, c'est dégueulasse. Et donc on en arrive au moment de la chanson qui dit, c'est très très drôle, moi ça me fait toujours mourir de rire à chaque fois, où il dit « De manteau matelassé assorti », et là il dit « À tes poils ». Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que ça le choque même pas. Genre, c'est normal. Voilà, on parle des poils de Muriel. Et là, c'est juste que les paroles de la chanson de Gilles enchaînent sur « Tu es mon chien, mon pitou ». Et là, effectivement, quand même, j'y s'est dit bon, j'aime moins cette partie-là, quand même. Donc, il récupère les clés de sa boîte au trésor, un bon psychopathe, parce qu'il veut pas les montrer à tout le monde. Et il dit à Gilles « Voilà, tu sais tout de moi maintenant ». Alors moi je trouve ça quand même rassurant qu'il veuille pas les montrer à tout le monde parce que ça veut dire qu'il a un minimum de conscience que c'est pas bien, tu vois. De pudeur. C'est pas fou. Ah ouais, c'est peut-être juste de la pudeur, t'as raison. Ah. Donc ça me fait toujours beaucoup rire quand JC pose des questions à Gilles comme s'il avait son libre arbitre, alors qu'il n'en a aucun puisque ce n'est pas son corps. Donc dans l'ascenseur, il lui dit « On déjeune ensemble ?» Ce qui est complètement con. Je trouve ça super drôle. Mais moi aussi, ça me fait toujours beaucoup rire. Et là, il sort une réplique qui est très importante. Il lui dit « Ah zut, on a raté le premier service, il y aura plus de paella !» La paella. Eh ben oui, référence au sketch Restauratech de Nicolas et Bruno de 2002, dans lequel ils font en fait un message à caractère informatif, mais dans lequel ils intègrent des acteurs, notamment Chabat, qui jouait Jean-Pierre Ranu, attention, on change le prénom, qui a exactement la même coiffure, la même sacoche que le personnage joué par Daniel Auteuil dans le film, et qui va au self et qui se fait servir de la paella par Gérard Jugnot, qui lui dit quand même, géniale réplique, « Alors Ranu, on se parle encore tout seul, comme d'habitude ?» Donc là, est-ce que c'est pas le début du putain de scénar de ce film ? Et du coup, c'est très drôle parce que dans ce sketch de 2002, on a déjà tous les éléments, donc cette fameuse référence, qui est peut-être le début d'un scénar dans la tête de Nicolas et Bruno, tu vois, qui se sont dit, tiens, si on faisait parler un mec tout seul. Et Marina Foïs, quand même, qui fait une serveuse qui sert la paella à Ranu, et Bec BD en caissière. Franchement, priceless, exceptionnel. Et Ranu Chabat, alors là, attention les gars, crossover Rocky, qui finit par danser en slip sur la table, en porte-jartel, en disant « C'est vrai qu'elle pue ma paella ». Donc, oui, clairement, il y avait des références au Rocky dans ce film, voilà, que nous n'avions pas remarqué. De surcroît, les serveuses ont des gants Mappa rose qui montent jusqu'à mi-bras. Bref. Gilles demande à pouvoir s'éclater un peu parce qu'il en a marre de ne pas avoir son libre arbitre. Et Jean-Christian lui répond « Et qu'est-ce que je ferais pendant ce temps-là, moi ?» Donc, encore une fois, complètement con. Il lui dit « Bah, tu viendras avec moi, évidemment. » Donc, ils vont au supermarché, scène complètement surréaliste et très très drôle, où au milieu des frigos et des machines à laver et des cafetières, il y a un synthé. On ne sait pas ce qui branle là parce qu'il est vraiment au milieu du chemin, vraiment tout seul au milieu, improbable. Et Gilles dit « Ah ouais, c'est super, c'est là-dessus que j'ai composé, attends, c'est du super matos !» Alors on voit quand même que c'est marqué semi-pro dessus, que le son est immonde, mais visiblement Gilles a l'air quand même très fier de lui. Et il demande effectivement « Ah JC, s'il te plaît, achète-le-moi, quoi. » Et au début, avant de lui faire acheter, il lui apprend quand même sur le piano les premières notes, comme si il lui apprenait genre une compo, alors que c'est quand même les premières notes de la lettre à Élise de Beethoven. Voilà, donc, et il lui dit « Ah mais c'est simple en fait !» Et l'autre il dit « Ouais, 20 ans de boulot, t'inquiète !»
Ensuite, on retrouve Ranu qui repart dans son bureau de la Cogip, qui s'entraîne en fait un peu genre comme une rockstar en passant les transparents, là encore une fois très vintage comme mode de présentation en 2008, quand même avec le pied, comme s'il était en train de moduler la pédale d'un instrument de musique, hein, en fait, et en parlant dans son stylo comme si c'était un micro. Donc en fait, vraiment, Gilles est en train d'en faire vraiment une rockstar, quoi. Et ensuite, on le revoit chez lui, avec son synthé qu'il a installé donc sur son petit bureau. Et il nous refait les premières notes de la lettre à Élise, mais avec un beat vintage derrière dégueulasse. Et il va taper sur son vintage ordi Alcatel. Il voudrait taper les paroles que Gilles ne lui dicte pas, parce qu'il n'est pas trop dans le mood. Et là, il y a plein de petits détails sur le bureau, genre JC, il a un dictionnaire du Scrabble, quoi. Donc on voit que c'est vraiment un mec extrêmement fun les week-ends, il fait des trucs très très cool. Surtout que la personne avec qui il est faire, c'est Scrabble. Bah c'est ça, c'est un peu la tristesse, Bah, quoi. il doit jouer seul. Enfin, c'est vrai que c'est possible. évident, hein. C'est vrai que c'est possible de jouer seul. Donc on sent qu'effectivement JC s'encanaille, hein, ça y est, Gilles le fait fumer à la cuisine, l'autre il crapote tout ce qu'il peut, il est au bout de sa vie, quoi. Il dit qu'il préférait du tabac à pipe, bien évidemment, bon vintage qu'il est, dans une cuisine, mais alors d'un goût 70s avec des carreaux de faïence marron absolument ignobles. Et pareil dans la salle de bain, dans laquelle on passe juste après, même mobilier ultra 70s, ça pique les yeux, pareil faïence marron. Le sèche-cheveux au mur en mode aspirateur à gros tuyaux, vraiment ça c'est des trucs, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés pêcher un intérieur pareil. Et juste petit détail, on voit JC à travers la douche en fait, et il se douche en slip. Oui, et Voilà. c'est comme Il a le même slip bleu et il se douche en slip. Donc ensuite on repasse à la Cogip et du coup JC rentre dans l'ascenseur où il voit Muriel qui se parle donc toute seule, c'est drôle. Donc il se sent une grande connivence avec elle en disant « Ah, vous aussi, mais non, vous embêtez pas pour moi, il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est. » Et Muriel comprend pas du tout de quoi il veut parler. Quand on a vu cette scène avec JB, vraiment, ce qu'on s'est dit, c'est « Oh, il va y avoir un giga plot twist. » En fait, le mec dont on entendait parler aux infos au début, là, l'informaticien qui est mort. Il est dans la tête de Muriel. Ouais. Oh, la trop bonne idée. Pas du tout. Et pas Mais la du trop tout. bonne idée. Et pas du tout, Incroyable. mais vraiment, on était vraiment c'est super set drôle. sur cette idée. Pouchard dans la tête de Muriel, je valide. Franchement, ce serait très très Putain, mais drôle. tu te souviens de son nom? Bah oui. Donc là, c'est un dialogue complètement absurde où à un moment donné, Ranu se retourne comme s'il parlait à Gilles, parce que pour lui, à partir du moment où il tourne le dos à Muriel, c'est normal, il parle à Gilles. Ah bah je Pas comprends, hein, je te vois pas, tu me vois pas. Bah voilà, exactement. On voit pas comment Muriel, la pauvre, peut comprendre ce qui se passe. Et du coup, il parle à Gilles en disant bon, alors on se prend un petit café ou alors on se met à réviser tout de suite. Et du coup, Muriel, elle le regarde en mode non, je peux pas, enfin, j'ai une réunion, je suis occupée. Et il fait genre ah ouais, bon, allez, un petit café. Hein. Et du coup, elle est là ah bon, enfin, je sais pas pourquoi elle est complètement soumise au truc. Du coup, elle se retrouve à la machine à café. Ce que je avec comprends pas, Ranu. c'est pourquoi elle le suit. Mais oui, ça Ça n'a aucun sens. Et c'est la bosse, elle pourrait lui dire « Mais vous m'emmerdez, j'ai pas envie d'un café, Ranu, allez mourir, tu vois ?» Bah non, elle y va, ce qui n'a aucun sens, et ce qui donne lieu à une scène. Alors là, du coup, toi, t'as dû appuyer sur plus 1 minute 30. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'est exactement ça, en fait. Donc Greg n'a pas vu cette scène. Donc, extrêmement gênant. T'as Ranu qui dévisage Muriel avec son verre de café qui est trop chaud qu'il ne peut pas boire, et Muriel qui ne sait absolument pas quoi dire, avec une petite musique d'ascenseur à côté. Et là, c'est la gênance maximum, et moi, vraiment, ça m'a fait penser, mais tellement à Michael Scott, quoi. C'est vraiment 2000% The Office. Donc, au bout d'un moment, Gilles lui dit « Bon, JC, on fait quoi, là ? Faut se casser, là, c'est ridicule, enfin, tu peux pas rester comme ça, c'est horrible. » Donc, du coup, il se barre, en disant au revoir à Muriel qui comprend pas de base déjà ce qu'elle fout là, hein, mais bon, voilà. Donc là, on retourne chez JC. Il y a des temporalités qui n'ont pas tellement de sens par rapport à ses journées de travail, mais c'est pas grave. Alors maintenant, il est totalement flex. Il compose sur le synthé avec la clope au bec. Il a mis des gommettes avec les chiffres sur chaque touche du piano pour que Gilles le guide dans sa compo. Donc c'est vraiment très drôle. 11, 12, 13, 14, 15. En vrai, moi j'aime bien ce moment-là parce que tu sais, il commence à vraiment avoir une connivence entre les deux. Et je dis putain, le duo commence à devenir complètement con, enfin toujours aussi con, mais un peu attachant. Tu vois, je commençais à me dire putain, je les aime bien quand même, les deux, ils sont mignons. C'est vrai. Là, d'un coup, ils deviennent mignons. Et alors que pour le coup, JC n'y connaît absolument rien. D'ailleurs, il se prête en pro. C'est à un moment donné, c'est mineur ça comme accord, non ? Enfin, il connaît que dalle. En fait, il appuie sur 11, 12, 13, mais bon, c'est pas grave. Donc JC, pour se motivationner, a quand même mis un poster géant de Gilles chez lui qui le pointe du doigt en mode motivational, tu vois.
Et d'ailleurs, Gilles lui dit, c'est bien ce qu'on est en train de faire là. Mon JC, c'est bien là, on est bien là. Et là, il y a le moment d'ouverture du cahier des humeurs de Gilles, que j'adore. Je trouve ça incroyable comme truc, c'est un truc de fou. C'est un espèce d'album photo où en fait, une photo de Gilles correspond à une humeur. Et là, faut vraiment prendre le temps de regarder parce que Nicolas et Bruno ont chiadé le truc, ça va vite, mais vraiment, ça vaut le coup de le revoir au ralenti parce que c'est très très drôle. Par exemple, le premier mood souvenir, c'est quand même une photo horrible, genre de Chabat avec une perruque blonde en pétard. C'est exceptionnel. Et la page 58 que lui indique du coup Gilles, il lui dit va voir page 58. C'est le mood, c'est conviction. On voit pas trop le rapport. C'est quand même une photo où Gilles est avec Pitou et Corinne, qui a été barrée au stylo. En fait, à mon avis, et c'est horrible cette scène, c'est très bizarre parce que ça va très vite. Bah oui, parce qu'il pense qu'il l'a trompée, donc mais exactement. Il veut plus d'elle. Mais c'est assez drôle parce que du coup, tu sens que les moods des deux personnages sont en train de fusionner parce que du coup, JC dit « Ah, je l'aime pas trop celle-là ». Et tu sens que c'est lui qui a rayé, tu vois, Corinne. Donc il y a quand même un transfert au niveau du ressentiment entre les deux personnages. Ça, c'est quand même assez drôle, je trouve. Et il y a des moments, enfin ça va vite, mais il y a une photo à gauche, à un moment donné, le mood, c'est chaud bouillant. Et la chanson qui correspond avec une photo de Gilles, c'est « Hétéro de toi ». Avec une stache, mais pas possible, je vous explique même pas. Donc ça, c'est quand même vraiment très très drôle. Et il lui dit « Ouais, mais tu te rends pas compte, mon JC, j'ai le meilleur carnet d'adresses de tout Paname. » Alors là, on voit quand même des photos de Serge Lama, de Michel Drucker, d'Orlando. Donc c'est quand même un petit peu, bon, pas vraiment exactement très actuel, quoi. Bon, Michel Drucker. Oui, Michel Drucker, ça va. Mais il bon. Encore en vie il y a 20 ans, il y a 40 ans. Serge Lama, tout ça, enfin, il y avait quand même des gens. Bref. JC est on fire, il dit Gilles, j'ai rendez-vous avec la gagne. Allez, vas-y, je vais tout péter au Palais des Congrès, t'inquiète, machin. Je vais me faire un petit brushing. Là, scène incroyable où effectivement JC se fait un petit brushing. Il arrive à la Cogip. Alors là, avec une musique 70s catchy as hell. Et là, gros plan sur ses bottes en cuir à talons noirs et le bas de son pantalon pas de def. Et là, les gars, désolé, c'est définitivement une rêve pour moi. À la scène d'intro de La Fièvre du samedi soir quand Travolta arrive dans la rue. Oui. C'est exactement les mêmes plans. Vraiment, le zoom sur les chaussures, ensuite sur le bas du pantalon, ensuite sur la globalité. Et il drague des gonzesses dans la rue de la même manière, d'une manière bien sûr horrible à la JC, puisqu'il dit quand même « Bonsoir mademoiselle », alors que c'est le matin, hein, quand même, quand il croise la meuf. Du coup, galvanisé, il décide de dire ses 4 vérités à ses collègues. Vas-y, il est chaud, tu vois. Donc, il rentre, il dit à l'un de ses collègues « Ah, au fait, je voulais vous dire, ça fait 8 ans, je peux pas blairer votre eau de toilette. » Allez, bisous. Et après, il rentre dans un autre bureau, le fameux monsieur Lecovec, qu'on avait déjà vu en slip au début et à un autre moment. Et il lui dit qu'il a jamais digéré la fois où il lui avait emprunté son agrafeuse et qu'il avait mis son nom dessus, en prétendant que maintenant c'était la sienne. Et que maintenant, ça s'agirait d'arrêter de le prendre pour un con. Et moi, j'aime beaucoup cette scène, c'est complètement ridicule, parce que Lecovec, genre, tu sens qu'il a peur pour sa vie, il approche sa main de l'agrafeuse, comme si sa vie en dépendait, genre parce que l'autre allait lui prendre son agrafeuse, quoi. Et du coup, Gilles se barre en disant... JC se barre en disant A+, qui est aussi un mélange de A+, et de, vous savez ce que je veux dire, qu'on retrouve aussi plusieurs fois dans les messages à caractère informatif. Plusieurs de ces personnages disent A+. Donc ensuite, il arrive dans le bureau de Muriel. Gilles est complètement paniqué en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fous, sors de ce bureau, arrête tes conneries, là. » Elle a carrément trop pris la confiance. Ah ouais, beaucoup trop pris la confiance. Et là, il lui dit qu'il adore son look, qu'il n'y a pas de fausse note pour lui, comme si elle en avait quelque chose à foutre. Et réflexion magnifique, qu'il a retrouvé un chèque La Redoute pour elle et qu'elle saura en faire bon usage. Donc ça, c'est très très drôle. Oh putain, mais ça, c'est tellement mansplaining, c'est horrible. C'est génial. C'est atroce. Donc elle fond en larmes, car elle est à bout avec les histoires de relocalisation, avec les Hollandais et tout, elle a grave la pression. Et là, lui, il comprend rien, genre mais vraiment rien. Et il commence à dire « Ah mais oui, on s'y prend mal tous les deux, on fait n'importe quoi, mais c'est cette nouvelle coiffure aussi. » On voit pas le rapport, clairement. « Le plus important, c'est nous, moi aussi, je t'aime, pardon. » Et là, pour moi, franchement, meilleure scène du film. Franchement, mais Marina Foïs, 2 Oscars sur ce truc. Genre, JC lui lèche littéralement la gueule et elle est complètement stoïque. Genre, vraiment en mode poteau de téléphone. Et là, elle le regarde en disant « Mais vous êtes complètement malade ? Mais sortez d'ici, mais dégagez, mais vous êtes muté à Bucarest, je vous vire, quoi. » J'avoue que moi, suite à cette scène, mon visage était bloqué dans un espèce de rictus, genre comme ça là. Ah
Mais c'est bien de Pendant faire un genre truc 10 très minutes, ça s'est visuel pas pendant un débloqué, tu podcast audio. Non mais... Ah la vache. C'est horrible cette scène. Ah ouais, c'est horrible parce que vraiment, il lèche la gueule et Ouais. elle ne bouge pas. Mais ça, c'est vrai que c'est très Et drôle. c'est très, très Mais ils ont Ouais, dû, moi je pense qu'ils ont dû tellement se marrer à tourner oui. cette Ah ouais. scène. Tellement. Ça doit être trop drôle. Ah non, c'est exceptionnel. Et donc, elle est franchement furibarde en mode ça y est, vous lâchez votre badge, vous dégagez à Bucarest, quoi, c'est mort, c'est la faute lourde. Et lui, il est là, ah oui, pardon. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il sort du bureau en disant et une bonne fin de journée. Oui, puis je crois qu'il lui dit carrément t'oublies pour la présentation de vendredi, tu la feras pas. Ah oui, tu te aussi, barres, quoi. tu as raison. Oui, elle lui Je veux dit plus de toi. j'annule ta présentation de vendredi au Palais des Congrès, ça c'est mort, tu dégages, quoi. Elle dit qu'elle annule tout, donc il est viré et même s'il est quand même assez déprimé, en fait, il va décider, sous l'impulsion de Gilles Gabriel, de s'incruster à la soirée chez Orlando. Donc, on le voit mais vraiment en train de grimper par la fenêtre à l'étage et en train d'escalader la rambarde où après, il va complètement se casser la gueule. Juste une petite aparté, en fait, au tout début, justement, quand il y a le fondu image, on le voit sortir du bureau de Muriel et d'un coup, on le voit au bord, en fait, Ouais. du précipice, entre guillemets, pour se glisser vers chez Orlando. Et du coup, il dit « Oh, je suis qu'une merde, je suis que merde. » On se dit « Il va se suicider, tu vois. » Oui. Et en fait, pas du tout. Il est en train d'essayer d'accéder à la terrasse. Petit Ouais. aparté. C'est ça. Du coup, Gilles et JC sont à la soirée de Orlando. Gilles demande à JC de faire un petit coucou à la foule, alors qu'en fait, JC est extrêmement mal à l'aise. Et donc, il va se saouler au champagne en buvant 2 coupes de champagne en même temps. Et c'est là que Gilles aperçoit le chanteur mondialement connu Herbert Léonard, n'est-ce pas? Et donc, il va demander à JC de venir lui parler. JC va venir l'aborder, ouais. C'est qui Herbert Léonard? C'est un chanteur. C'est un chanteur très connu des années 80. Ok, Voilà. cool. Et Voilà. Donc il lui demande de venir lui parler. JC vient l'aborder. En fait, Herbert croit que JC veut un autographe. Du coup, Gilles est extrêmement déçu. Et puis finalement, Gilles repère une fille dans l'assistance et JC va l'aborder. Et là, s'ensuit une scène de drague absolument embarrassante, très 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 gênante, où il lui demande d'avoir une relation courte d'une nuit pour faire le sexe sexuel. J'ai pas vu cette scène. Ah, c'est étonnant, dis donc. Scène d'après, nous nous retrouvons avec JC qui rentre au petit matin et explique qu'il n'a absolument pas réussi à coucher avec la fille en question parce que il est toujours amoureux de Muriel et que de toute façon c'est toujours compliqué avec Muriel. Moi, j'adore parce qu'elle explique à Gilles qui était là, de fait. Et je crois qu'à un moment, il dit « Mais attends, elle était nue face à toi en train de te demander de la prendre. » Non, mais je suis pas sûr que... Oui, c'est ça. Ouais. Il dit, mais ses seins étaient beaucoup trop gros en plus. Ouais, exactement, Ok, exactement. Et donc on se retrouve dans l'appartement de JC qui est toujours assez déprimé, qui est en train de prendre un bain avec Gilles, toujours en slip. Toujours en slip bleu. Ouais, avec sa montre aussi qu'il garde, je sais pas si vous avez remarqué, Oui, il garde toujours. sa montre calculette au moment où il va prendre sa douche ou En il même va temps, prendre quand son... t'es comptable, tu... Non. Ouais, c'est bien d'avoir l'heure et puis de pouvoir faire des calculs. On sait jamais. Qui c'est waterproof. Et donc, retournement de situation, JC décide, contre toute attente, d'aller au palais des congrès faire sa présentation. Alors, il y a un moment assez gênant comme ça où il se retrouve... en fait, on a le palais des congrès où on voit la personne qui est le chauffeur de salle qui commence à annoncer « Et voici Jean-Christian Ranu !» Et là, Muriel Perrache lui fait un petit signe et lui dit non, mais en fait, il a été délocalisé. » Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, juste, la personne qui est avant, genre, quand Oui. il a fini, au lieu de partir, Oui, il oui, est oui. aspiré par Le le travelling arrière qui Oui, avec par le l'ouverture est avec le incroyable. pupitre et tout, je fais l'angoisse. Ah ouais, parce que c'est une vraie scène. Ah ouais. Parce que c'est des bêtes de scène, les gens de la Cogip. Ah non, non, me suis fait c'est la que c'est réflexion, vraiment ça. des objets, quoi. Tu l'as montré, tu passes au suivant. Oui, C'est dégueu. oui. Mais c'est aussi des bêtes de scène, c'est ce qu'on va voir après. Ah ouais, moi je trouvais que justement. c'était très scénique. Ouais. Ouais, bah, pareil. Enfin, moi, j'avais Je sais vraiment pas. l'impression là, d'être C'est très devant un cynique truc et de... c'est très scénique. Oh là là. Nice. JC arrive sur scène avec cette magnifique intro de la lettre à Élise sur son synthé. Et derrière lui sont projetés les chiffres de la Cogip et commence le moment
que je préfère de tout le film, la chanson sur la cogip, où on a vraiment des couplets avec plein de termes administratifs hyper complexes auxquels on comprend pas grand-chose. Et puis un refrain très catchy, moi je travaille à la cogip. Respecter les délais, c'est une question de principe. Moi je travaille à la cogip. Voilà, je vois que ça a pris aussi chez Elisa. Je suis très 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 fière de ce moment. J'ai pas vu la scène. En vrai, j'ai remis en arrière parce que je l'ai vu par petits bouts, pas en entier d'un coup. Mais en vrai, c'est vrai que c'est marrant. Et surtout quand les mecs en face, ils commencent à s'enjailler et tout. Oui. Mais oui. Puis en plus, il dit des trucs du genre synergie intégrée au service du leadership. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce que je trouve hyper angoissant par rapport à l'entreprise. Et effectivement, bonus, effectivement, au début, l'audience a l'air assez perplexe. Et puis, petit à petit, ça commence à prendre. Les gens commencent à taper dans les mains, ils commencent à claquer des doigts, et puis finalement, les gens se lèvent, se mettent à danser. Enfin voilà, ça a l'air incroyable. Et à la fin, JC jouit d'une énorme standing ovation. C'est fantastique. C'est vrai que j'ai noté que en vrai, l'idée du show est grave bonne. Par contre, je l'aurais pas fait. Vraiment, mais c'est très très drôle. Ah bah moi j'ai trouvé ça incroyable. Et donc on a la scène d'après où le partenaire, alors moi je croyais qu'il était allemand, il est hollandais. C'était hollandais. C'est du hollandais, ok, autant pour moi. Qui en fait vient lui parler avec Muriel Perrache qui traduit tout ce qu'il dit à côté et il lui demande de rester à la cogip et de passer de la compta à la direction de l'événementiel, de la programmation événementielle de l'entreprise, parce que pour lui, il trouve que c'est absolument incroyable. Jean-Christian incarne l'esprit cogip. Jean-Christian est la cogip, et c'est ce qu'il lui dit. Alors au début, Jean-Christian a l'air un petit peu perplexe, et alors il fait ce qu'on a déjà vu, un running gag, ce qu'on a déjà vu avant, il se retourne pour parler à Gilles Gabriel, du genre personne l'entend, et puis finalement, il se retourne vers les autres, il lui dit « Ok, c'est bon, j'accepte, on commence quand ?» Ce que j'adore, c'est que tu lui donnes le meilleur, enfin le bullshit job par excellence, il devient happiness manager. Complètement. Oui, c'est exactement ça. Complètement. Ouais, Quel enfer. C'est exactement ça. À peine un mois après avoir agressé sa supérieure, sexuellement. Oui. Parce qu'au final, 2008, c'est une autre époque. C'est ça, il n'y a pas encore MeToo. Vas-y, excuse-moi. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il se retourne pour parler, du coup, pour demander à Gilles son assentiment, mais au préalable, il colle son piano dans les mains de Muriel, qui est là, genre... Mais pourquoi ? Ok. C'est comme quand on colle le saxophone dans les bras de Brad. Hein. Mais ça me fait beaucoup rire parce que Muriel, elle est là genre, ok, très bien. Et ça me fait beaucoup rire aussi quand elle liste toutes ces listes de tâches. Elle lui dit, vous serez en charge de l'arbre de Noël, des anniversaires, des pots de départ, des ventes de cravates dans le hall. Oui, vente de cravates dans le hall, ça c'est incroyable. C'est une très très bonne idée. C'est le partnership avec... Jean-Jacques Steele. Bah oui. Mais bien sûr. Exactement. Grosse séquence aussi très les nuls, le Jean-Jacques Steele, hein, clairement. C'est vraiment les incartades en mode la jeunesse du commissaire Bialès. C'est exactement pareil. Ouais, c'est ça. Pour fêter sa réussite, JC va fêter ça en boîte, où il a l'air ultra gênant. C'est vraiment le tonton qui va en boîte, tu vois. Ouais. Et genre, il danse mal et il est bourré, vraiment très bourré. Et surtout, en fait, ça se voit, hein, il a vraiment 2 fois l'âge de tout le monde, quoi. Et puis, c'est JC, donc vraiment, voilà. GG lui recommande d'aller draguer, ce à quoi JC décide de... Non, il va plutôt aller dans les chiottes. Et dans les chiottes... Ouais, vas-y. Pardon, juste un petit truc, c'est définitivement Karamazov dans La Cité de la Peur quand il se bourre la gueule. Hein. Surtout qu'en plus, on entend la voix de Chabat qui dit « Je suis pas bourré !» Donc c'est vraiment complètement ça. C'est vrai que... Oui, t'as raison. T'as clairement raison. Et il arrive dans les toilettes, et puis GG un peu bourré... Gilles Gabriel est un peu bourré qui fait « Oh, je t'aime, mon pote !» Et j'ai JC qui bug. Et qui va dans une salle seule où il y a un miroir. Oui. Et il fait, bon, faut qu'on arrête de se mentir. Il fait, de quoi tu me parles ? Et il se roule un énorme patin à lui-même sur le miroir.
Et cette scène est magique. Tu l'as pas coupée celle-là, tu l'as regardée quand même. Ah ouais. Non, celle-là, je l'ai regardée parce que je trouvais ça super. En fait, c'était pas gênant, c'était juste complètement con. Si, c'était gênant et con aussi, mais Galien, c'était... il trouve ça très gênant. Et Moi, j'ai pas aussi. trouvé ça Je gênant. trouve qu'au compteur, ça fait partie des scènes très, Ouais. très, très gênantes. Parce que comment il s'adresse à Ouais, Gilles c'est ça. Gabriel, c'est oui, il faut qu'on s'arrête de se mentir. En fait, je pense que le point, c'est Elle est quoi sur tes bites. Pardon. Ouais, c'est ça, parce qu'il lui dit faut que tu passes à la casserole. Je pense que mon point gênant, c'est quand il y a des gens autour qui le voient. En fait, faire un truc gênant seul, moi, je m'en fous. Par contre, quand il y a des gens autour, c'est ça qui, je pense que c'est ça qui me bloque, tu vois. Ok. Mais là, le fait qu'il soit seul en train de se rouler une pelle contre la glace, je trouvais ça super drôle, pour être honnête. Voilà. Donc ça m'a beaucoup fait marrer. Et JC lui dit, bon, faut que t'arrêtes de déconner. GG, pardon, lui dit, faut que t'arrêtes de déconner. Juste non, quoi. Donc il fait une tentative de suicide. Complètement Ah oui, absurde. trigger warning, suicide. Il essaye de se pendre avec un câble enfin une ficelle qu'il lâche, hein, clairement. Enfin, il est ressuscité. Dans les chiottes, le lampadaire, ce qui n'a aucun sens. J'aime bien ton trigger warning après. Oui, ça va. Montage. Petit saut dans le temps au lendemain matin où ils prennent un café de lendemain de soirée pour en discuter en mode non mais c'est pas toi, c'est moi. Oui. Pardon, 2 cafés, parce qu'il a 2 tasses de café et il Oui, tourne pardon, les oui. 2 tasses de café. Tu fais bien de le Ça qui est très préciser drôle. parce que c'est très très drôle. Et JC est clairement déprimé et GG décide de l'aider à retrouver quelqu'un, de remonter le moral et de l'aider à retrouver quelqu'un. Le problème c'est que JC il n'a qu'une personne dans sa tête et c'est Muriel. Ah oui. Il lui donne donc rendez-vous depuis les toilettes publiques d'un endroit chelou, parce que pourquoi pas, en laissant un message très nul et très gênant sur son répondeur. Et avant d'aller au restaurant, JC décide de faire un petit détour et d'aller à la maison de GG pour aller voir Corinne et lui raconter que GG vit une aventure incroyable avec quelqu'un et qu'il n'a absolument plus rien à foutre d'elle, de ses trahisons, de ses coucheries, et conclut en lui crachant dessus. Bon, il la rate, donc Sur il la crache baie dans les vitres vitrée. parce qu'il est mauvais, mais l'idée c'était de lui cracher dessus, hein, clairement. Ce à quoi Corinne, un peu éberluée, répond en appelant son copain, en appelant Gilles. Et oui, c'est bien Gilles Gabriel qui arrive Que quoi? pour foutre JC dehors à grands coups d'arrosoir, non, de pistolet à eau. Oui. Ouais, et il lui dit passe-moi le flingue bébé. Mais à ce oui. moment-là, j'étais vraiment en train de me dire oh là, ça va devenir vraiment sérieux. Et là, Ouais, c'est pas et là, le flingue c'est le bébé. pistolet à Et eau. c'est vraiment, c'est l'arroseur, quoi. Tu sais, c'est le C'est le tuyau truc de d'arrosage. l'arrosage. C'est le pistolet du tuyau d'arrosage, putain. Vous en allez, sinon je tire. Je tire une balle dans la tête à la main. Et voilà, et ils vont quand même au resto juste après. Donc GG est en plein questionnement existentiel, ce qui se comprend théoriquement, parce que du coup, en fait, il est pas mort, quoi. Donc qu'est-ce qui branle dans la tête de JC? Question qu'on est tous en droit de se poser. À côté de ça, JC est déprimé parce qu'il est totalement persuadé que Muriel viendra pas. Et moi aussi, j'étais assez persuadé que Muriel viendra pas parce que pourquoi elle viendrait? Et si, elle arrive sur une scène, un petit ralenti magnifique et le commentaire de JC vraiment. Vache, ce qu'elle est faisable. J'adore. Parce qu'elle est faisable. Elle est faisable. Oh là là, je crois que je vais la réutiliser cette expression. Oh putain, ce qu'elle est faisable. Oh là là. Samedi soir au Rocky. Mais complètement. Complètement. Et donc le date commence pendant une crise totalement existentielle de JC qui continue, ce qui fout vraiment la pression à JC. Et JC décide de déclarer sa flamme à Muriel avec les paroles de la chanson de Pitou. Et oh putain, c'est gênant. Oh là là. Et même Gilles est au fond en mode non mais arrête là, vraiment c'est trop, genre tu peux pas. Mais là même Gilles est en mode non c'est trop quoi. Enfin juste non. Et en fait elle aime bien. Et elle lui propose même de Ken. Je veux même plus comprendre. Non mais la manière dont elle lui propose, c'est non mais vous savez, ça fait quoi 2 ans et demi. J'ai oublié de baiser depuis 2 ans et 5 mois. Ouais. si vous voulez, on gagne du temps. On y va maintenant, quoi. Et du coup, il dit non. Et il commence à lui expliquer la situation avec JG. Donc, il expliquait que il a Gilles Gabriel. Ah oui, parce que pardon, effectivement, t'as raison. Il se cache derrière le menu parce qu'il veut pas la voir. Oui. Moi, je comprends, je serais pareil à ce place. Hein, vraiment là. Et du coup, il explique que il a GG qui est là dans sa tête, qui lui parle et qui est une personne à part entière qui vit dans sa tête. Et il dit d'ailleurs, il y a GG qui veut que je vous embrasse. Et elle dit ok. Et il s'approche pour faire la bise. Puis finalement, il se roule un giga patin. Et fondu. Et en fait, ils ont couché ensemble. Attends, Quoi? il y a une séquence Ah bah oui. Ouais. La incroyable. séquence ultime. Ouais, la séquence pub. Enfin, Ah putain, oui, oui.
Oui. En fait, je savais pas du tout comment l'expliquer, donc allez-y. Bah, c'est en fait une séquence genre mini-documentaire qui t'explique le roulage de pelle, qui t'explique les interactions buccales de la personne et de l'autre personne avec les langues qui se tournent soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça explique la baise, il y a du cul, il y a... Non. C'est ça. Et Il y a un graphique de chat, hein, clairement. Oui, clairement. Alors, Moi, ce qui m'a empêché de dire, mais je sais pas comment expliquer cette scène, c'est parce que j'étais complètement fixé sur les 2 trous derrière le mec avec des langues qui bougent en fou. Et j'arrive pas à écouter le mec parce qu'il y a 2 bouches derrière qui roulent des pelles dans le... voilà, c'est sans moi. La représentation du rapport sexuel dans cette scène, je la trouve quand même vraiment chouette. Oui, elle est très bien trouvée quand même. Genre, non mais elle est jolie au fait. Genre dans les films en temps normal, c'est beaucoup des trucs très... Enfin, je sais pas, c'est très centré autour de la pénétration et tout, des trucs... Enfin, ce qu'on voit habituellement. Et là, c'est pas ça. C'est autre chose et c'est cool. Ouais. Et c'est... Décris-nous. C'est de la tendresse, c'est des caresses, des mains qui sont sur le visage, des trucs. C'est chouette. En fait, je sais pas, c'est... Il y a un moment, il a un pied dans la bouche. Oui, c'est très Oui, bon, ça c'est un peu marrant. Les pieds sont très très drôles. On voit JC se réveiller en sursaut, en criant. Avec une tête très orgasmique. Sauf que là, cette pour le fois-ci, coup. il se réveille avec Muriel qui fait ça va, tout se passe bien. Et en fait, bon, ils ont clairement couché ensemble, voilà, c'est cool. Du coup, ça va, il reprend un peu ses esprits, tout va bien. Il va s'isoler dans la salle de bain pour parler à son miroir, du coup, à Chabat. Et t'as pas vu ce qui s'est passé, c'est génial et tout, merci. Et là, il répond pas. Donc, panique. Il commence à paniquer devant le miroir, donc Muriel l'entend, va voir ce qui se passe. Tout va bien, et là il lui balance la porte dans la gueule en sortant de la salle de bain en courant, mais vraiment en mode cartoon, genre elle s'éclate enfin elle se fait faxer d'un coup, quoi. On voit même la trace de main avec la sueur qui descend sur le mur. Tu vois. Hilarant, je trouve, cette scène, et du coup il va partir en courant dans la défense en peignoir. Ouais. Qui est du même motif que ces tapisseries, je tiens à le préciser. En criant, genre, c'est une ref à un truc, s'il y a un poème derrière, un truc, des paroles d'une chanson, mais il est là, reviens, je sais que tu es là, où te caches-tu? Mais en parlant du coup à Gilles Gabriel, pas à Muriel, c'est... Je sais pas, j'aime bien cette scène. Oui, elle est débile. Du coup, il court partout dans la défense, et pendant qu'il court comme un dératé, il se prend une bagnole dans la gueule. Putain, encore le con. Comme au début du film, c'est con. Oh là là. Sauf que, encore une fois, il s'en sort indemne. Ouais, tranquille, même pas une égratignure. Contrairement au conducteur de la voiture qui semble mort. Et qui ressemble vachement à Joe Star. Et là, d'un coup, on entend un mec dont la voix ressemble beaucoup à Joe Star et qui est là. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous? C'est quoi ça? Mais je suis mort! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais bien? Mais j'ai un concert à Marseille! Vous inquiétez pas, Monsieur Star, nous y serons. Monsieur Star, oui, j'aime bien. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en fond, effectivement, tu vois Joe Star qui en vrai sort de la voiture et qui est voilà, juste il se abîmé, relève quoi. pas longtemps après. Juste tout qu'il a une sonné. voix en plus. C'est ça. Et pendant qu'il est en train d'essayer de rassurer le Joe Star dans sa tête en disant non mais on va aller faire des photocopies et tout va bien se passer, t'as Gilles Gabriel qui se réveille qui fait ah vous êtes là vous. Et voilà, et là tu comprends qu'en fait il commence à collectionner des personnalités dans sa tête à mesure qu'il se mange des bagnoles. Et le film du coup se finit sur cette scène. Et non, scène post-crédit, on voit 8 jours plus tard une sortie au ciné avec sa chère et tendre Muriel. C'est 2 mois plus tard. C'est 2 mois? Ok. Bah C'est 2 mois parce que que c'était 8. Non, parce qu'il a déjà quelques voix en plus dans sa tête. À ce moment-là, non. Oh, pour moi, si. Hein. Non, la scène du ciné, justement, il n'en a pas trop. Enfin, Ils sont pas très nombreux. C'est pas précisé combien ils sont, mais juste, on entend qu'ils galèrent à choisir une séance de ciné parce que toutes les voix dans sa tête sont en train de se bagarrer pour aller voir telle ou telle séance. Muriel a l'air de trouver ça trop drôle et trop mignon. Ouais. Ça l'inquiète pas du tout. Non, elle est très à l'aise avec ça. Pas du tout. Donc j'allais dire 8 semaines plus tard, on les voit en train de faire le sexe, la baise. Et du coup, t'as JC qui est en train de dire non, vos gueules, si vous calmez pas, personne ne parle pendant le sexe, sinon vous êtes privé de rapport. Non, je recommence les privations. Ah oui, je recommence ces privations. Ah, c'est horrible, je trouve ça horrible.
Je suis très fan. Ça reprend 8 mois plus tard. Donc Muriel enceinte jusqu'aux yeux, qui va bientôt accoucher. Et puis t'as JC qui est en train de tenir un calepin avec les votes des gens dans sa tête pour le nom du gamin. C'est ça. Et t'entends des trucs genre, alors 35 voix pour Arthur, 8 pour ça. Combien il s'est pris de bagnole dans sa vie, ce mec? Et 8 ans plus tard, du coup, une dernière scène où on le voit s'adresser à un de ces deux gamins qui lui demande des trucs, des notions de physique pour ses cours. Et lui de lui répondre attends, on va demander au frère Bogdanov. Igor, Grishka, vous êtes là? Ils sont où? C'est lui qui les a tués. Ah bah oui. C'était pas le Covid. Et du coup, ça se finit là-dessus. Et voilà, les gens, c'était la personne aux deux personnes. Attends, je reprends, désolé, j'ai vu que les notes étaient un peu... Il y a les crédits de fin aussi où il y a des trucs. Hein. Mais c'est ça, les crédits de fin. Ah non, mais Non, ah je oui. crois qu'il a encore noté des trucs. Non, sur les crédits de fin. Genre, t'as des trucs qui ont été Ah bon dans les crédits. Oui, t'as plein de conneries. Dis-moi, parce que Ouais, j'ai t'en pas as vu plein. du tout. Non, t'en as plein. T'as genre le type non reconnaissable. Génial. Qui est marqué. Genre, je trouve ça très drôle. Un film qui a été fait avec plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Oui. Effectivement. Fun fact, les 3 enfants Ranu sont vraiment frères parce qu'ils ont le même nom de famille. Donc, c'est des vrais 3 frères. Pitou, le chien, en fait, s'appppelle Javotte. Putain, je l'avais noté aussi. Ouais, comme C'est le l'une seul des que j'avais méchantes noté. sœurs de Cendrillon. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, en fait, c'est une chienne et non pas un chien, a priori. Je trouve ça trop drôle. Dans les crédits, il y a quand même la langue de femme, donc la fameuse, pendant la scène, à mon avis, qui mettait Greg très mal à l'aise. Il y a doublure main non épilée Ranu et main épilée, mais c'est la même personne. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, petit truc, Nicolas Herrera qui fait le DJ de la soirée d'Orlando, c'est aussi le compositeur des musiques du film. Et ils ont fait quand même un département poutou et câlin dans les crédits. Et il y a Love Amour. Alors, je n'ai pas vu Love Amour dans le film, hein. J'ai beau regarder, je ne sais pas où elle est. Et ils remercient aussi particulièrement leur psy. Love Ça m'a fait Amour, beaucoup ça rire. serait pas celle avec qui il a failli coucher Non, a priori, Non. c'en est une autre. Elle, j'ai regardé dans les crédits, c'est une autre meuf. Je sais pas c'est qui Love Amour. Bah, C'est je sais. une meuf, elle a genre 4 fois plus de poitrine que ça pour le coup, Love Amour, tu vois. Et c'est une espèce de vieille gloire des années 80 refaite, mais genre immonde. Genre vraiment absolument dégueulasse. C'est une poupée plastique. Voilà. Donc ce que j'ai vu dans les trucs, ça m'a fait quand même pas mal rire. Et voilà les gens, c'était la personne aux deux personnes. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider si on sauve le film ou non. Alors les gens, discussion libre. La personne aux deux personnes, vous en pensez quoi? À toi Grégoire, qu'est-ce que t'en penses? C'est moi qui commence. J'en pense que j'adore Nicolas et Bruno. Ils sont super forts. Leur écriture est excellente. Il y a des scènes qui sont incroyables. La scène où ils arrivent à la cogip pour buter tout le monde, ça me fume de rire. C'est super drôle. Par contre, qu'est-ce qu'il y a des moments gênants. Donc c'était très dur pour moi de le regarder ce film parce que les moments, je les ai sautés. Hein. Enfin vraiment, j'ai pas cherché plus que ça. Mais en fait, il y a pas grand-chose à dire. Ils sont très drôles, ils maîtrisent leur humour très bien. Et avec Alain Chabat et Daniel Auteuil qui sont dans le délire à fond aussi, c'est là-dessus. C'est une réussite quoi. Si c'est son style, si c'est le style d'humour de quelqu'un, il va forcément aimer ce film. Tu peux peu te tromper en fait parce qu'il est très maîtrisé. Bah ouais, et pourtant, c'est pas un film qui a trop marché, quoi. Enfin... Non, pas du tout. J'ai pas réussi à récupérer les chiffres et tout ça parce que, on en discutait un peu avant sur les films français. C'est toujours compliqué de récupérer les recettes. Donc, on n'a pas trop de traces de ça. Alors que quand c'est des films américains, t'as toujours un petit encart sur Wikipédia là-dessus. Mais non. Et en plus, c'est fou parce qu'ils ont fait, comme je l'avais dit dans le contexte, ils ont fait une campagne de promo absolument phénoménale et qui a eu énormément de succès. Et quand tu vas voir les avis sur Allociné, en fait, les gens, ils ont dit la campagne de promo, le clip de Gilles Gabriel, c'était mieux que le film, finalement. Et ils ont été assez perturbés par le film. Mais je pense que c'est parce que il y a pas mal de gens qui savent pas trop se situer là-dessus. Enfin voilà, il y a vraiment cette espèce d'ambiguïté entre le ringard et le cool. Comme l'a si bien dit Greg, il y a plein de moments qui sont ultra gênants. Mais moi, c'est vraiment un film en fait qui me fait rire
de manière hystérique et nerveuse à la fois. Parce que ça représente... En fait, il y a des choses dans ce film qui représentent tout ce qui m'angoisse au plus profond de mon être. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, moi, j'ai toujours dit que je voulais pas travailler dans un bureau. Et en fait, j'avais 2 parents qui travaillaient en entreprise et tout ça. Et quand je leur demandais « Papa, maman, ça veut dire quoi l'entreprise et tout ?» Et en fait, ils essayaient de m'expliquer et je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais rien compris ce que c'est une entreprise, ce qu'on fait en entreprise. Et en fait, ce que j'adore, c'est que la Persona de personnes et de manière générale, ce qu'ils font, Nicolas et Bruno, avec la COGIP, message à caractère informatif, c'est que ça met en scène cet environnement qui est complètement déshumanisé, qui est complètement absurde aussi, où en fait, tu comprends pas. Enfin, tu as des directives, tu as des règles et tu sais pas pourquoi tu dois faire ça. Aussi parce que on utilise un certain type de vocabulaire qui est complètement abscon, enfin comme Marina Foïs qui parle d'input, de greenlighter et tout ça. Pardon, mais moi, avant de voir ce film, greenlighter, je savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Voilà. Et ça me fait penser à ça, et ça me fait aussi penser à... notamment, ça me fait penser à mon ex, en fait, qui travaillait dans le marketing, où quand il essayait de m'expliquer ce qu'il faisait, j'ai jamais rien compris, et en fait, ça m'intéressait pas. T'es pas assez disruptif. Je suis pas assez disruptive. Mais en vrai, il y a un côté presque... c'est Linksock dans 1984. C'est Linksock, non Non. J'ai une mémoire des noms éclatés au sol. La langue qui renomme dans 1984. Non, c'est le Novlangue. Le Novlangue, voilà. Ouais. Non, mais Linksock, c'est la société. Ouais. Non, c'est le Novlangue, évidemment. Oui, de toute façon, le truc, c'est un truc réel. Enfin, moi, donc, je suis le seul qui travaille en entreprise. Je sais que j'ai passé 4 ans en entreprise avant, il n'y a pas si longtemps. Non, mais... J'ai eu un happiness manager. Ah ouais, moi, je n'en ai pas eu. Je m'en garde bien. Mais tu vois, genre, j'ai passé 4 ans en entreprise. J'ai appris que très récemment ce que voulait dire B2B et B2C et C2C, tu vois. Ah ouais. Et je voulais pas savoir ce que ça voulait dire. Pourtant, dans ton domaine... Je suis d'informatique, je m'en branle. Oui, non mais ok, mais le cœur de ta boîte, quand même... Attends. Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, et c'est toujours des termes qui m'ont énormément angoissée. Et d'ailleurs, il y a un mec qui est canadien, je crois qu'il s'appelle... je sais pas, machin Marx ou un truc comme ça, qui fait du... Karl Marx. C'est sûr. Ça Il est pourrait, pas canadien, mais ça oui, pourrait, mais non, c'est un humoriste qui fait des vidéos et qui maintenant fait du stand-up et qui est bilingue, hein, comme il est canadien. Et en fait, il dit que voilà, le genre... bilingue. Et un bilingue, et qui justement a fait une vidéo sur ce qu'il appelle l'anglais de connard. Et l'anglais de connard, en fait, c'est le business English. Et voilà, et moi, c'est vraiment le genre de truc qui m'angoisse au plus profond, quoi. Et donc, quand je vois ce film, je ris à la fois nerveusement, à gorge déployée, parce que voilà, je pense que ça cristallise toutes mes angoisses. Donc, en fait, j'adore ce film, mais peut-être de manière un peu maso. Oui. Voilà. Mais je crois que t'es un peu maso, là. Oui. Vu les films que tu nous recommandes à chaque fois, je pense que t'as un petit côté maso. À Lolita, je l'ai pas sauvé, hein. Ah bah, heureusement. Mais tu nous l'as quand même fait voir. En fait, c'est pas qu'elle est maso, c'est qu'elle est sadique. Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Elle aime voir les gens souffrir. C'est ça. C'est cohérent. Exactement. C'est devenu un rendez-vous de psy pour Laure, finalement. C'est ça, exactement. C'est ma thérapie, en fait, le podcast. Exactement. Incroyable. C'est cathartique, elle essaie de vous faire exprimer des choses, en fait. Elle essaie de vous faire expurger des choses. Non, puis en plus, il n'y a pas que ça. Il y a le côté entreprise et il y a le côté années 80. Et moi qui n'ai pas grandi dans les années 80, et j'ai des potes qui sont plus âgés que moi, qui sont obsédés par les années 80. Vraiment, je comprends pas pourquoi, parce que pour moi, c'est vraiment l'essence du ringard, ce qui est très bien mis en scène dans ce film. Et donc voilà, enfin, j'ai un peu l'impression quand j'ai vu ce film que ça prouvait ce que je ressentais déjà par rapport aux années 80, que faut arrêter de croire que c'était une décennie géniale. Enfin non, pardon, rien qu'au niveau des couleurs, c'est dégueulasse. Tu es née un tout petit peu trop tard. Quelques années, voilà, juste quelques années. Ouais. Alors, Elisa, toi qui as bien connu les années 80, parle-nous-en. Toi qui es une vieux quiche. Non, ce sont vraiment des décennies extraordinaires, en l'occurrence, ne serait-ce que pour la pop culture, sincèrement.
Mais moi, je te rejoins sur l'idée pour moi, c'est la sublimation du malaise, ce film. C'est pour ça que je l'ai adoré. Et c'est pour ça que j'avais adoré aussi, et j'adore toujours The Office. Parce que ça m'a fait exactement cette sensation-là. Les premiers épisodes de la première saison de The Office, tu te sens hyper mal. En fait, vraiment, t'es super... Mais parce qu'ils arrivent à très très bien retranscrire le malaise. Ce qui fait que tu as ce côté hyper carcéral de l'entreprise et qui fait que tu te sens vraiment hyper mal, en plus avec un boss ultra toxique, ultra cringe, qui est vraiment... qui met tout le monde hyper mal à l'aise et qui est d'une bêtise où tu te sens vraiment enfermé, t'as l'impression que tu vas finir ta vie là-dedans, c'est l'angoisse. Et en fait, t'as la sublimation par le rire parce que ça devient tellement con que du coup, ça devient génial. Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce film-là. Au début, j'ai dit, oh là là, l'angoisse, ça m'a rappelé exactement ce que j'avais ressenti par rapport à la série. Et en fait, t'arrives à sublimer ça et du coup, exactement comme toi, je trouve qu'il y a tellement de répliques ou de situations où tu finis par hurler de rire. Et c'est là tout le génie, je trouve, et des réals et des acteurs, parce que c'est très, 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 très dur à jouer. Et je trouve en l'occurrence que Marina Foïs, mais elle est exceptionnelle dans ce film. Elle est vraiment incroyable. Toutes ces interactions, le moindre de ses regards ou de ses attitudes ou de ses positionnements, mais tout est parfait. Et d'ailleurs, elle avait été nommée pour un prix qui n'existe plus, un peu obscur à l'époque, qu'elle n'avait pas gagné, mais je trouve qu'elle aurait vraiment mérité d'avoir un prix en termes de second rôle parce qu'elle est vraiment hyper, hyper bonne. Bon, Chabat, j'en parle même pas, rien que sa voix, moi je suis pliée de rire. Il pourrait dire n'importe quoi, il pourrait me lire le bottin, je suis explosée. Donc vraiment, et Daniel Auteuil, sur lequel j'étais pas sûre au début, sincèrement, vraiment, je trouve qu'il apporte un truc. Il est excellent. Mais il est excellent parce qu'il a cette espèce de... Il représente aussi physiquement le malaise, tu vois, Daniel Auteuil. Oui, la candeur du personnage, quoi, qui est juste con. Qui est absolument con et que tu arrives à transformer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, tu arrives à le trouver décent, potable, voire vaguement baisable de loin, on va pas se mentir. Mais... Tu vois, de loin. Mais alors qu'au début du film, t'as juste envie de le vomir, quoi. Ouais. Et le personnage de Michael Scott dans The Office, c'est exactement pareil. Au début, t'as vraiment envie de le foutre par la fenêtre. Et à la fin, tu te dis, bon, ok, il est juste candidement extrêmement con. Et du coup, je trouve que c'est vraiment la sublimation de A à Z. Ouais, puis c'est pas que ça, c'est que les personnages, enfin, ils sont presque attachants aussi parce qu'ils ont leur marotte, ils sont complètement toqués. Daniel Auteuil, enfin JC avec son imprimante Minitel et le fait qu'il va imprimer ses mails, mais what the fuck, enfin plus personne fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Non, je pense. Enfin, non. Gilles Gabriel qui est complètement bloqué dans ces années 80, qui est persuadé qu'il y a plein de trucs, ouais, ça c'est cool, tu vois, ça c'est cool de faire ça, alors qu'en fait pas tellement, ou alors plus tellement, c'est plus trop la mode, et c'est super bien joué. Ouais. Et en fait, tous les personnages sont excellents, tous les personnages sont bons, les décors sont incroyables aussi. Enfin, voilà, c'est comme dit Chabat, c'est la définition de l'enfer. C'est putain la défense et tout ça, méga flippant. Bah, le film est ultra maîtrisé, pardon. Et c'est la scène du début où il a l'impression qu'il est mort et qu'il voit la lumière blanche et que la lumière blanche c'est la cogipe. De ouf. Ouais. C'est tellement significatif, tu vois. C'est trop fort. Ouais. C'est juste trop fort. Ouais, c'est ça. Toi, t'en as pensé quoi, Galien ? Moi, j'ai surkiffé. Ok. Je comprends pas que ce film est bidé, vraiment. Il est hyper drôle. Moi, c'est vrai qu'en plus, les films français, j'en connais assez peu, finalement. De toute façon, en général, je suis peut-être le moins culturé. En fait, Galien, il découvre des films grâce au podcast plus qu'autre chose. Oui, non, clairement. non, mais c'est en vrai, moi, à la base, j'ai failli ne pas être dans le podcast parce que je me disais, non, je connais pas assez les films pour jouer à ça, pour participer à ça. Ouais, à ça. C'est un bon lapsus. C'est un beau lapsus. Et au final, déjà, je découvre des films trop bien. Et en plus, mais je suis choqué que ce film ait pas réussi du coup. Enfin, tu dis ça parce que t'étais pas sur Lolita. J'ai vu le film Lolita juste avant qu'on l'enregistre et j'ai dit ok, maintenant que je l'ai vu, je sais que je ne participerai pas. C'est vrai que t'hésitais à participer, tu l'as vu que moi non finalement. Non, mais c'est vrai que celui-là, c'est un peu une petite pépite, c'est un peu un petit bijou. Ah ouais. Il est passé complètement à la trappe, complètement inaperçu. Et je sais même pas en fait ce qui m'a amené avec ma cousine à découvrir ça. Je crois, je sais pas, on a dû se dire une comédie avec
Chabat et Auteuil, avec Chabat qui est dans le corps de Auteuil, c'est génial, c'est lunaire, ça regorge d'inventivité, on y va, quoi. Par contre, tu parlais des... Pardon, tu voulais dire un truc, Galien ? Non, on se disait quand même avec JB quand on a vu le film qu'il met un peu en termes de rythme, il met quand même du temps à démarrer. C'est un peu drôle pendant beaucoup du film et ça devient hyper drôle à la fin. Il y a ça. C'est vrai. Et du coup, c'est peut-être ce problème de rythme qui fait qu'il pourrait expliquer qu'il a pas si bien marché, je sais pas. Et tu parlais des chiffres que tu n'avais pas trouvés tout à l'heure. Alors moi, pour le coup, j'ai trouvé des chiffres. Alors, je sais pas s'ils sont legit. J'avais trouvé qu'il avait coûté 7,5 millions et qu'il avait rapporté 2 millions. Ok, Voilà. ok. C'est ce que j'ai trouvé monde. Hein. Vraiment, France et international, enfin tout confondu. Donc, je sais pas si c'est legit, mais j'avais trouvé ça sur le site site de exporté Petit. de ouf, hein, pour être honnête. A priori, il l'a été un petit peu. Ok. Mais, Chez les Québécois. Ah bah oui, bah bien sûr, je suis con. Et par contre, on parle du côté comique, mais moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce film, c'est le sujet qui est abordé quand même de la maladie mentale, parce que c'est quand même il dit de manière un peu sibylline plusieurs fois, il lui dit « Mais attends, avec tes conneries, on va finir à l'asile. Non mais attends, la prochaine étape, c'est la clinique spécialisée. » Et en fait, je trouve qu'en plus, c'est pas juste la folie, c'est vraiment le trouble de la personnalité multiple, qui est un truc qui existe, qui est vraiment complètement dingue, parce que moi j'ai entendu des témoignages de gens qui le vivent, c'est un délire. C'est vraiment des gens qui ont entre 15 et 30 personnes dans leur tête, qui sont obligés de hiérarchiser, qui sont obligés d'organiser tous les jours en fonction des situations, et des fois t'as certains personnages qui prennent le pas, et c'est un truc de fou. Donc là, si tu veux, t'abordes le truc, et c'est ce qui montrait un peu de manière sibylline, quand Muriel, à la fin, elle le regarde amoureusement en mode « c'est pas grave, je t'aime », tu vois, alors que le mec est complètement malade, tu vois, et c'est devenu absolument plus un sujet. Du coup, je trouve ça intéressant, et d'autant que dans les crédits de fin, Nicolas et Bruno remercient chaleureusement leur psy, donc ça me fait quand même assez rire. C'est vrai que Nicolas et Bruno, ils sont beaucoup dans leur tête, quoi. Pour avoir autant d'idées comme ça, ils sont beaucoup. Ouais. C'est surtout, ils sont à deux aussi. Et ils sont forts. Et, très, très fort. et ça, c'est... Est-ce qu'on les a déjà vus tous les deux dans la même pièce au même moment ? Ouah. Mais comme, oui, ce film comme est Clark une Kent. métaphore. Ouais. Ce film est une métaphore de leur relation, de toute façon, clairement. Définitivement. C'est à plein de niveaux. Un milliard de fois dans les dialogues, ils y font référence, quoi. Sur le fait, on est plus fort à deux. Ah, attends, t'es mon binôme. Ah, attends, t'es mon partenaire. Ah, attends, je vais t'aider. Attends, machin. Enfin, clairement, il y a la notion d'entraide et tout à 2000%, quoi. Et puis il y a un truc qui m'a trop fait rire. J'ai trouvé une anecdote sur la façon dont ils ont enregistré Chabat, en fait. Ouais. Ils n'avaient pas envie de faire un enregistrement séparé. Et donc, Chabat, en fait, quand il parle dans la tête de Auteuil, il était situé dans une petite tente annexe au plateau de tournage. Et en fait, il dialoguait directement avec Auteuil, avec une oreillette et un micro. Ouais, c'est trop bien. Tout à fait. Et Ouais. ça se sent un petit peu, tu sais, dans l'intonation qu'il Parce a, que genre. c'est super naturel comme Ouais, et en même temps, tu sais, il parle pas trop fort. En fait, il y a un autre film qu'on a vu, que j'ai vu grâce à Laure, du coup, qui s'appelle Fumer fait tousser, Ah oui. où il y a aussi Chabat. C'est du pieux, ça. Ouais. Ouais, qui double un personnage en live aussi, comme ça. Et il y a un peu ce côté, c'est pas que c'est sous-joué, mais t'as un peu ce côté tone down, enfin je sais pas comment dire ça. Oui, oui. Et un peu bizarre au début et qui marche bien dans le fait que bah là c'est un personnage dans la tête. Je sais pas, c'est. Mais je crois que t'es obligé. Si tu fais pas ça, non seulement c'est super dur à jouer, mais ça peut vite être complètement ridicule. Justement, je crois que c'est quasiment impossible à faire de manière à peu près réaliste, quoi. Enfin réaliste. Oui, tout est relatif, mais. On y croit, quoi. Ouais. Eh bien, je crois qu'il est désormais temps de voter La personne aux deux personnes. C'est un film qui s'est craché, mais est-ce que ça mérite notre love ? Elisa, tu le sauves ? Oui, définitivement. Ah oui. 1000 fois. Et toi alors ? Je pense que c'est assez évident dans mon intro. Moi, oui. Et toi Grégoire ? C'était un peu ma grande question, c'est parce qu'il m'a quand même mis très mal à l'aise. Mais c'est mon ressenti perso de gens de personnes qui ont énormément de mal avec le malaise, en fait. Et je pense que si une personne n'a aucun problème et aime cet humour malaise, il va adorer ce film. Donc en fait, moi, non, mais je pense qu'il mérite d'être sauvé, oui. Parce qu'en vrai, il est super maîtrisé, il est bien fait, et en vrai, quand c'est ton type d'humour, tu l'adores. T'es obligé de l'adorer. Donc oui. 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 Et moi du coup, clairement, je vais le sauver parce que je le trouve beaucoup trop drôle. Du coup, la personne aux deux personnes, on le réanime et on va lui donner notre love.
Et dans ce podcast, on va du coup terminer par 2 recommandations. Alors, Elisa, c'est quoi ta recommandation ? Donc, première reco, ouais, c'est un film qui a aussi un synopsis un peu bizarre, où il est question d'aliens, de transsexuels, d'un château avec des gens comme ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, ce film ? Attends, je crois que ça s'appelle le Rocky Horror Picture Show, ouais, et ça se joue tous les samedis soirs au Studio Galande, tous les vendredis aussi. Voilà. Et ça serait pas joué par nous ? Oui, absolument. Et oui, et c'est ça qui est incroyable. Donc vous pouvez venir nous voir, nous et nos potes, le jouer tous les samedis soirs au Studio Galande. Et les Panic Babies, la troupe du vendredi, le vendredi soir. Et notre deuxième reco, eh bien, ça va être le film qui sera passé dans le prochain épisode. J'ai un peu oublié le titre, mais je crois que c'est un film d'horreur. Et ça parle de petits chiens malinois. Essayez de retrouver de quoi on parle avec cette superbe description. Bon courage. Have fun. Parce qu'on en parlera au prochain épisode. Merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des bisous. À plus. Ciao. Petite tradition, à la fin de chaque épisode, on fait un petit jeu où le présentateur prépare un petit quiz ou une petite connerie, souvent pour jouer, par rapport à un truc dans le film. Là, quel est ton sujet, Galien ? Alors, clairement, ça va être les entreprises et les chanteurs français. Oh putain. Oh, Ok. Oh putain. Oh, wow. Oh merde. Du coup, je vais dire un nom de chanteur et vous allez devoir le compléter, c'est un mot valise, avec une notion du monde de l'entreprise. Oh Par putain, j'ai compris. ça a l'air- Par exemple, je vais dire Georges Brassens. Les cons. Non, Euh, Georges Brassens, insertion professionnelle. Oh putain, oh la là vache, là. je crois que ça va être très très dur. C'est Ah oui. très très drôle, mais ça va être très très Ouais. dur. Michel Fugain. Gain d'économie. Gain d'économie. Gain Gain En fait, et perte. En vrai, il y a profit et plein perte. de possibilités. Gain du et coup, perte, ouais. Mais il faut que ça soit un mot valise, du coup. Ah oui, merde. Fugain. Ah, c'est dur. Putain. Léa avait trouvé Michel Fugain, ingénieur informaticien. Oh. Ah oui, ouais, d'accord. non. Benabar. Là, on est plus sur du Word, du Excel, du Windows. Benabar de tâche. Benabar d'espace. Ça marche aussi. Bravo. Là, on est plus sur du planning, des emplois du temps et tout. Pascal Obispo. Nibilité. Non, Oui. c'est pas ça. Pascal Odispo. Pascal le dispo, c'est ça. Putain, j'en ai marre. Alors, là, on est plus sur des N+1 toxiques. Jean-Jacques Goldman. Spread. Jean-Jacques Splaining. Oh, elle est facile. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman Splaining. Oh, toxique dans l'entreprise. Attends. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman Manager. Mais oui, mais oui. bien sûr. Calogero. Non. En 2 mots. Ça parle d'appel téléphonique. Et tu nous l'as sorti tout à l'heure, premier degré. Ah ouais. Ouais, quoi. Call au Géro. Oui. Conf Calogero. Waouh. Ah mais c'est trop absurde là, je peux pas. C'est chaud. Michel Sardou. On parle plutôt de liste de choses à faire. Michel Sartoudou. Oh, putain. wow. En fait, Ouais. il va gagner. Mais de ouf. Là, j'ai l'habitude. Je travaille en entreprise. Oui. Je suis Il a envie de pleurer. J'ai envie de crever. Bon, on va les coups. On est sur des grosses deadlines avec Michel Delpech. Michel Delpech-toi. Bah oui. Oh, wow. Vous connaissez Danny Elfman? Oui, bien sûr, le mec qui a fait la musique de tous les Tim Burton. Exactement. Je sais parce que je l'ai vu en concert il y a 2 mois, je savais pas que c'était il y a 2 mois. C'est vrai? Oui. Et quel format de fichier pourrait-il manipuler en entreprise? Danny Elfman. Ouais. Tim Burton. Des Danny. Ah non, Danny Elfman.
Daniel Elfman P3 Non, c'est pas ça. Daniel Elfman P4 On est sur un truc, mais c'est pas ça. Non. Ah, moi j'en ai un, mais il est vraiment trop geek. Ça peut pas être ça. C'est quoi? J'ai les man, les documents dans les news, mais vraiment c'est pas ça. Ouais, non, je suis pas allé dessus. Bah voilà, j'ai dit, on c'est un peu pute quand même. Oui. Attends, moi j'ai toujours Danny Elf Daniel Manager. Elfman, extension de fichier, Adobe. Danny Elfmadob. Daniel PDF Man. Daniel PDF Man. Non mais putain. Mais non, franchement. Putain, il en a plein. C'est Serge Gainsbourg. Et il commence à plus pouvoir bosser à son entreprise. Il en a. Ah bah Serge Gainsbourg Burnout. Mais oui. Évidemment. Wow. Évidemment. Tiens, parce que c'est vraiment un jeu entre Galien et moi finalement. Oui, nous on est complètement Allez. largués avec Laure, je t'explique. Je suis désolé. J'ai envie de leur donner une autre chance du coup. Désolé, on va te dire non pour celle-là. Ok, je coupe mon micro. C'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Attends, ouais, putain. Oh. Oui, Eddie Mitchell. Non, j'essaie sans contexte là. C'est assez simple. C'est un truc qu'on voit beaucoup. Que certaines personnes impriment. Mitchell. Que certaines personnes Mitchell impriment Mail. jusqu'à 21h du soir. Exactement. Mitchell, ouais. Mitchell. Eddie Mitchell. Oh la vache. Il nous a laissé la plus facile quand même, j'avoue. J'avais trouvé une dernière. C'est Johnny Hallyday. Et encore une fois, faut se dépêcher. Bah Johnny Hallyday, dépêche-toi. Non. Bah, c'était trop facile. Mais tu l'avais dit tout à l'heure. Ah merde, putain, mais. Enfin, t'avais dit le mot qui complète. Mais je dis beaucoup de conneries, donc je fais pas attention à tout ce que je dis. Hein. Johnny. Oh putain. C'est le contexte, il faut se dépêcher. Johnny Eury d'idée. Il reste pas beaucoup de temps, quoi. Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday Deadline. Mais oui. Bien sûr. Bravo. Finalement, c'était cohérent. Bon, bah voilà, là c'est officiel, j'en ai vraiment plus. Bah, déjà, c'est incroyable. Alors, d'avoir trouvé bon courage autant de pour trucs. monter ça et merci Galien Oui. pour ça. C'était Oui. très très Qui drôle. est-ce qui monte l'épisode? Je sais pas, faut que je m'occupe de ça justement, j'ai pas encore. Bon courage. Voilà. Et du coup, c'est une fin d'épisode. J'arrête l'enregistrement. C'est une fin de tournage.